c'est d'abord mes meilleurs voeux également. Bon, je suis très content de venir ici au Sable d'Olonne. D'ailleurs, je peux vous dire que j'ai été sablais pendant longtemps, puisque mes parents avaient une villa au Sable d'Olonne et que j'y ai passé toute mon enfance et ma jeunesse, alors pendant les vacances bien évidemment, et que je suis donc particulièrement attaché à cette ville qui était en fait la deuxième ville pour moi, puisque j'habitais Nantes. Et le hasard a fait que mes pas maintenant me guident au Sable d'Olonne souvent, puisque j'accompagne la ville dans son projet de Nacéo, donc à la tranche, sur la Chaume. Hein, et donc c'est un plaisir pour moi aussi de travailler sur ce sujet. Alors je suis venu sans soutane. J'ai peut-être le mauvais caractère de Clémenceau, c'est possible. En tous les cas, quand on m'a demandé donc de venir vous parler du groupe de Saint-Jean-de-Mont, je dirais que j'ai hésité un peu. Pourquoi? Parce que c'est un sujet sur lequel j'ai surtout travaillé il y a plus de 20 ans. Donc les années passent, et par conséquent, il a fallu que je me replonge un peu quand même dans ce sujet-là, même si au fil des années, dans mon travail professionnel, j'ai eu à croiser de nombreux artistes donc, ayant un rapport avec ce groupe de Saint-Jean-de-Mont. Donc c'était pas quelque chose d'impossible, mais il a fallu quand même que je me replonge un peu. Alors vous m'en excuserez parce que quelquefois j'ai des images qui sont peut-être pas d'une très bonne qualité, parce que en fait j'avais des images, en fait à l'époque on était en argentique encore, donc beaucoup de choses qui ne sont pas numérisées, que j'ai dû repiquer sur des ouvrages que j'ai publiés, donc avec des qualités pas toujours très satisfaisantes, mais bon, j'espère que vous prendrez plaisir à découvrir un peu ce groupe de Saint-Jean-de-Mont, et vous allez voir d'ailleurs qu'il y a des passerelles avec la ville des Sables. Alors, ce groupe, c'est vrai que le premier à s'y être intéressé vraiment, c'est Valentin Roussière, hein, qui était un journaliste donc, qui travaillait pour le Phare et qui avait commencé sa carrière dans les années 35-36. Il a été le premier d'ailleurs à illustrer ses articles de photographie. Et lui s'était intéressé déjà un peu à ce mouvement, qu'il avait baptisé, il utilisait plutôt le terme d'école de Saint-Jean-de-Mont. Moi je n'utilise pas ce terme-là parce qu'il n'y a pas véritablement, si vous voulez, de maître. Il n'y a pas d'enseignement ou de théorie dispensée. Hein. Ce qui est certain, et ce qui m'avait beaucoup intrigué, c'est de voir que, au minimum, une bonne quarantaine, voire plus, d'artistes étaient venus travailler sur ce secteur, et plus particulièrement à Saint-Jean-de-Mont, mais ensuite avec un rayonnement, si vous voulez, allant au sud à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à l'est à Challans, et puis au nord à Fromentine, même on peut éventuellement y intégrer peut-être Marmoutier, mais donc un rassemblement quand même très important d'artistes. Alors, est-ce que c'est cette flèche-là? J'ai l'habitude de ne pas utiliser la flèche de droite, peut-être, non? Voilà. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a là affaire à deux générations d'artistes. Et la première génération, je la fais partir en 1892 pour se terminer en 1919. 1892, c'est la découverte de Saint-Jean-de-Mont par un artiste qui s'appelle Auguste Lepère, donc qui était né en 1849, mort en 1918, et qui a été véritablement le découvreur de Saint-Jean-de-Mont. Alors comment a-t-il découvert Saint-Jean-de-Mont? Très certainement par un personnage que vous connaissez bien ici, c'est Marcel Baudouin. Marcel Baudouin était médecin, au-delà de toutes ses activités de préhistorien, etc., mais je vais vous en reparler d'ailleurs beaucoup tout à l'heure. Et il se trouve que le père avait une épouse qui était souffrante. Alors je ne sais pas, j'ai pas fait d'examen pour savoir de quoi elle souffrait, mais vraisemblablement de problèmes pulmonaires. Et il est très probable donc que c'est le docteur Marcel Baudouin, qui avait son cabinet à Paris, qui conseilla à Auguste Lepère de venir passer l'été à Saint-Jean-de-Mont pour que sa femme se repose. Mais quelle drôle d'idée! Et il fallait bien que ce soit Marcel Baudouin, parce que Saint-Jean-de-Mont, à l'époque, en 1892, c'est rien du tout.
Quand on compare au Sable d'Olonne, qui est une station balnéaire très urbanisée, avec un Remblai, des casinos, etc., il faut imaginer que Saint-Jean-de-Mont, à cette époque-là, c'est un bourg qui est niché autour de son église. Hein. Il y a même un quartier avec des bourrines. Et puis ensuite, ce bourg tourne le dos à la mer et est éloigné beaucoup de la mer par des dunes et une forêt de pins. Et sur les dunes, il n'y a pratiquement rien. Il y a des moulins à vent en assez grand nombre, parce qu'il y a beaucoup de vent à Saint-Jean-de-Mont. Peut-être quelques cabanes, mais très peu de choses. Et donc, il faut imaginer, Auguste Lepère est parisien, il arrive là, et il prend le grand air, dans quelque chose qui est pratiquement un désert pour lui, mais il va, comme disent les Canadiens, il va tomber en amour avec Saint-Jean-de-Mont, et il va ensuite décider, 2 ans après, en 1894, de construire ce qui est considéré pratiquement comme la première villa qui va être construite donc au bout du chemin qui mène à la mer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait baptisé sa maison la maison de la dernière maison. Alors ici vous avez un bois en couleur, un bois au canif qui représente son épouse. Il a intitulé ça La Convalescente. Et on voit l'arrière-plan, vous voyez, la mer est retirée, quelques pêcheurs à pied qui sont sur l'eau. Alors Auguste Lepère, c'est un graveur. C'est un graveur très important qui a surtout eu une carrière brillante dans le domaine de l'illustration. Il a d'abord été peintre, mais ensuite il s'est spécialisé dans la gravure pour les grands magazines illustrés, et notamment pour Le Monde Illustré. Vous les connaissez, ces grandes revues en grand format, Le Monde Illustré, et il a travaillé pour cette revue entre 1875 et 86. C'était un bourreau de travail. Il a produit pour Le Monde Illustré plus de 800 planches. Et ensuite, également, il a participé à d'autres revues, comme la revue Illustrée. Il a d'abord été un ouvrier dans ce travail d'illustration, et puis par la suite, il deviendra, à la mort d'un Espagnol qui s'appelait Vierge, il va prendre la suite et deviendra chef d'atelier. Il faut imaginer que ce travail c'est assez impressionnant, parce qu'on faisait de grands formats. C'était un journal qu'il fallait donc illustrer. Il fallait le faire dans des délais très courts. S'il y avait des articles qui arrivaient, il fallait les illustrer. Et donc, généralement, c'était de la gravure sur bois, de la xylographie, et on organisait les choses, on découpait les planches en 8 ou 12 morceaux, et il y avait 8 ou 12 ouvriers qui travaillaient dessus, qui rassemblaient après. Et le chef d'atelier, lui, faisait à la fois le travail de dessin préparatoire, et puis ensuite se chargeait de rassembler un petit peu tout ça. Donc je passe très vite parce que ce n'est pas le sujet, mais pour vous dire que c'était un artiste qui était très important, et qui avait été remarqué notamment à l'exposition universelle de 1889. Donc lorsqu'il arrive en Vendée, c'est quelqu'un qui est très, très reconnu dans le monde de la gravure, et c'est surtout un spécialiste donc de la gravure sur bois en couleur. Et lorsqu'il se rend compte, si vous voulez, que dans ces grands journaux illustrés, la photographie arrive et va être une concurrence terrible pour les graveurs, il va revendiquer l'art de la gravure comme un art à part entière, alors qu'il est souvent considéré comme un art secondaire, et il va alors produire de nombreuses œuvres comme celle-ci. Donc ça, c'est l'envol d'un ballon donc près de Paris, mais donc avec une virtuosité absolument extraordinaire, puisqu'il faut imaginer que sur ces gravures sur bois, vous avez des passages d'ancrage en couleur, et on va quelquefois, il est allé jusqu'à 18 passages, ce qui était absolument fabuleux. Et donc, c'était un grand artiste dans ce domaine. Alors là, la photo malheureusement très mauvaise, mais c'est sa maison, donc la fameuse maison qu'il avait construite. Et il avait fait construire également une petite bourrine à côté de cette maison. Alors une bourrine qui était comme en pierre, il avait un peu triché, avec un toit en chaume. Mais c'est important, j'insiste là-dessus, parce que déjà c'est le premier à décider de construire une bourrine pour en faire un atelier. D'autres le feront par la suite. Et donc ce qui a frappé énormément Lepère lorsqu'il est arrivé,
lui qui était parisien, c'était évidemment ce grand-père, etc., sa mère, mais c'était surtout la population maraîchine, qui était restée 1892 encore vraiment, entre guillemets, dans son jus. Les gens avaient encore des costumes, et ils habitaient dans ces maisons étranges qui étaient des bourrines, et puis se déplaçaient même au moment où le marais inondait en Yole. Et tout cela, c'est quelque chose qui le fascinait complètement. Alors, il y a un sujet évidemment qui l'intéressait, c'était la bourrine. Hein. Et vous verrez que tous les artistes qui vont se succéder vont vraiment choisir ce thème de la bourrine comme un thème d'inspiration. Ça, c'est un carnet de croquis. Là, il arrivait quelquefois, donc c'est quelqu'un qui travaillait d'après nature, à faire en quelques coups, vous voyez, de crayon, donc une esquisse comme celle-ci, pour travailler après de manière plus approfondie. Alors, ce qu'il a fait, voilà, donc ici c'est une gravure sur bois, hein, encore. Donc là, ça présente des pêcheurs de pignons. On est plutôt sur vers, plutôt d'ailleurs dans la direction peut-être de Saint-Gilles ici. Hein. Le père, c'était aussi, dans les sujets qu'il avait traités, c'est quelqu'un qui s'était intéressé beaucoup au petit peuple parisien. Donc il avait fait par exemple tout un travail sur les petits métiers à Paris. Et par conséquent, il n'est pas étonnant qu'il se soit intéressé donc, à ces gens modestes qui vivaient donc, dans ce marais. Alors il a réalisé de nombreux croquis, par exemple ici représentant un pêcheur, donc voyez, avec son chapeau maréchal. De nombreux paysages. Alors le père est aussi un paysagiste, donc il a réalisé de nombreux paysages. Il travaillait aussi beaucoup, et ça c'est une redécouverte en Vendée, il prend le temps de refaire de la peinture. Il avait été peintre jusqu'aux années 1870 et après vraiment avait abandonné pour la gravure. Et là il va retrouver le goût de la peinture, mais c'est quelqu'un qui peint très peu, sur toile, c'est beaucoup plus des gouaches, des aquarelles, des techniques mixtes, il utilise aussi le pastel. Et il a une méthode assez intéressante parce que souvent ces œuvres picturales sont des préparations pour des gravures. Et quelquefois, ça peut être aussi le contraire. Hein. Donc, il y a des liens entre ces gravures et puis ces peintures. Alors là, vous avez une œuvre assez emblématique, c'est l'enterrement en Yole. Ça l'avait beaucoup intéressé de voir justement cet enterrement d'un maréchal, donc avec toutes ces femmes, vous voyez, en costume. On est là près d'un site qui existe toujours, d'ailleurs en bordure, si vous connaissez bien, en bordure de la route de Saint-Jean-de-Mont. Quand on va en direction de Saint-Jean-de-Mont, la route du Perrier, il y a un petit pont là qui est sur la droite. Et ça, c'est un petit pont qui a été souvent représenté par les artistes. Et là, j'ai mis juste, j'espère que c'est assez net, toute une série d'études qu'il va réaliser pour livrer sa gravure donc, sur le thème de la Yole. Alors, ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que s'agissant d'un graveur, on a affaire à quelqu'un qui produit des multiples. C'est-à-dire qu'en termes de diffusion, c'est évidemment important, puisqu'on diffuse par l'intermédiaire de la gravure, et le père va finalement faire connaître cette terre complètement inconnue jusqu'à présent des artistes, en exposant beaucoup dans les salons, en galerie à Paris, notamment la galerie Sagot-Le-Garac qui l'exposait beaucoup, dans de nombreuses galeries. Il va aussi exposer d'ailleurs à l'étranger, en Grande-Bretagne, etc. Donc petit à petit, cette image, avec les titres notamment des œuvres, fait que les gens commencent à repérer la Vendée et ce coin de Saint-Jean-de-Mont comme un lieu de production. Voilà quelques petites études également toujours. Là, vous voyez qu'il a commencé par dessiner, faire un croquis du petit pont avec sa petite bourrine à côté, et puis ensuite donc toute une progression. Alors, on va être un peu mélangé celle-ci, peu importe, mais c'est pour vous montrer aussi des œuvres que le père va réaliser. Ici c'est à Bordeaux. Vous voyez, avec des œuvres très intéressantes, qui sont beaucoup dans l'esprit de l'époque, hein, mais qui sont de belles œuvres, mais aussi des prouesses techniques. Alors là, vous avez un dessin donc avec une bourrine. Obsession. La bourrine, c'est vraiment quelque chose qui le fascine. Mais il y a de quoi, parce que au fond, cette architecture, elle est tellement particulière. Hein. C'est une architecture qui est faite de formes rondes, ce qui est assez rare, parce que plutôt l'architecture, c'est plutôt comme quelque chose d'un peu plus rectiligne. Et puis c'est cette manière finalement d'utiliser les moyens du bord, hein, la terre, le roseau, etc. Ça le fascine énormément.
et il va donc parcourir le Marais pour dessiner tout cela. Voilà encore ici une autre œuvre dans la même veine. Ici, c'est une petite scène de maraîchage. Je vais en reparler tout à l'heure. Et ça, c'est un cortège. Ça a pour titre l'été de la Saint-Martin, la noce qui passe, une espèce de petit personnage là, qui joue de la flûte avec ce cortège de noces maraîchines, qui est repris ensuite, vous voyez, là, dans une grande planche gravée. Bourrine encore. Et puis, vous voyez des études qui démontrent qu'il s'intéressait comme beaucoup à l'ethnographie déjà, donc on va en parler beaucoup au fil de cette conférence, et donc à toutes ces coutumes, ces traditions, ces savoir-faire qu'il découvre à Saint-Jean-de-Mont et dans le Marais. Alors, il a des amis, bon, je ne vais pas vous présenter tous, parce qu'il y en a une bonne quarantaine d'artistes, même un peu plus. Il y a parmi ses amis, donc les Beltrand. Les Beltrand, c'est toute une dynastie d'artistes, dont Tony, le père, a été un des collaborateurs d'Auguste Le Père dans ses journaux illustrés. Donc ils étaient très liés. Tony Beltrand est venu régulièrement dans la maison. Il avait une grande maison, le père, donc elle était faite aussi pour accueillir les amis. Et donc ça a été un ami intime d'Auguste Le Père. Et puis ensuite, il avait 4 enfants, dont l'aîné, Jacques, qui est resté très proche de la famille et peut être considéré d'ailleurs comme un élève de Le Père. Il était très, très lié aussi à sa fille Suzanne, et il viendra régulièrement à Saint-Jean-de-Mont. J'ai retrouvé d'ailleurs, là, en faisant des recherches, je ne l'ai pas montré là, mais un dessin fait par Jacques Beltrand à Saint-Jean-de-Mont dans les années 30, ce qui prouve qu'il est revenu bien après la mort de Le Père. Et puis également Adrien Lavieille, que l'on voit ici, représenté par son ami Auguste Le Père. Adrien Lavieille a passé plusieurs années quasiment à Saint-Jean-de-Mont. Là, c'est une gravure qui date de 1912. Curieusement, moi, alors peut-être qu'en faisant des recherches aujourd'hui, on trouverait plus de choses. Je n'avais pas trouvé beaucoup d'œuvres produites par Lavieille sur place. C'est vrai qu'il était quand même avec un état de santé pas très bon quand il est venu s'installer chez Le Père. Mais voilà, donc un autre artiste quand même qui est venu donc sur place. Et puis également, ici, toujours Lavieille, on les voit tous les deux. C'est une image que je viens de trouver, que je ne connaissais pas. Donc on voit Auguste Le Père sur la droite, donc il tient sa main comme ça. Et puis son ami Lavieille qui est en train de travailler sur un projet de gravure. Alors j'en ai oublié, je ne sais plus qui j'avais cité, mais enfin voilà, il y a eu plusieurs artistes en tous les cas qui sont venus chez Le Père, et puis il y a eu aussi un personnage qui était très important, un Nantais, qui était Los Brissonneau, qui n'était pas un artiste mais un industriel, qui a été le mécène de Le Père. Le Père a beaucoup travaillé sur Nantes aussi d'ailleurs, hein. Il a produit notamment un ouvrage absolument magnifique parce qu'il était aussi illustrateur d'ouvrages de bibliophilie, et il a réalisé d'ailleurs de superbes reliures aussi hein, d'ouvrages. Et donc Los Brissonneau l'a beaucoup aidé. Il a d'ailleurs participé à la réalisation d'un catalogue raisonné des gravures de Le Père. Et donc Los Brissonneau est venu souvent. Donc il y avait toute une communauté de gens, d'intellectuels, etc. qui venaient donc à Saint-Jean-de-Mont. Alors, il y a évidemment un autre enfant du pays, c'est Charles Mylsando. Charles Mylsando, lui, il naît pas loin de là, hein, quelques kilomètres de Saint-Jean-de-Mont, dans le même canton, à Soulan, né en 1872. Alors si vous pensez 1892, vous voyez que Mylsando avait 20 ans quand le père est arrivé à Saint-Jean-de-Mont. Alors bien évidemment, ils se sont plus que croisés, ils se sont connus. Alors, quelques mots sur Mylsando. On pourrait faire une conférence sur Mylsando parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez qu'il est né donc, sur la place du bourg. Hein. Il est né dans cette maison, vous voyez, buvette du commerce, là, hein, qui porte plus le nom d'ailleurs Mylsando au moment de la prise de photo, ce qui veut dire qu'elle est postérieure à 1905, vente de cette maison à la mort du père de Mylsando. Le père de Mylsando était un marchand de vin. Autant vous dire que c'était un commerce prospère, le vin, dans le
marrait. Et il avait, alors c'est aussi une auberge, donc il y avait quelques chambres à l'étage pour les représentants de commerce, les maquignons qui venaient dans ces grandes foires, donc il y avait à Soulan. Et puis donc un débit de boisson en bas, où les gens, les maraîchins venaient boire un coup. Ils venaient boire un coup, surtout évidemment au moment des grandes foires, des grands marchés, les jours de messe peut-être aussi. Hein. Et Milsando, donc très jeune, hein, avait un beau coup de crayon, et donc il avait pris l'habitude de dessiner les gens qui venaient dans cette taverne paternelle. C'était des beaux petits croquis, d'ailleurs j'ai trouvé moi des croquis d'adolescents, donc sous la forme plutôt de caricature, mais il s'est intéressé à ces trognes, parce qu'il y avait des trognes, hein, ces maraîchins qui venaient donc dans cette auberge, et ça a été véritablement ce qui a été le déclenchement de son travail. Ici, c'est son père. Les Milsando, je dirais, appartenaient à une bourgeoisie rurale. Hein. Il y avait comme des moyens financiers. Et le père a permis à ses enfants de faire des études, hein, puisque l'aîné a fait des études de pharmacie, Constant. Et puis Milsando donc, va être autorisé à rejoindre son frère aîné à Paris. Il avait commencé à faire des études à la pension Livette, mais c'était plutôt un dessin, des études d'art appliqué, de dessin plutôt industriel. Hein. Et donc c'est pas quelque chose qui passionnait Milsando. Et Milsando donc, est parti rejoindre donc, son frère en 1892. D'abord à l'Académie Julian, cette académie qui était très importante, Julian avait créé plusieurs ateliers sur Paris, le premier à Montmartre, puis il y en a eu d'autres après, notamment la rue Vivienne. Et donc il y avait une particularité d'ailleurs dans ces ateliers, c'est que les femmes y étaient admises. Hein, puisque pendant très longtemps, les femmes n'étaient pas admises dans les ateliers, et surtout pas à l'école des Beaux-Arts. Hein, l'école des Beaux-Arts, où les places étaient rares, donc les artistes qui venaient du monde entier, parce que Paris était vraiment la place très très importante, venaient donc et rentraient souvent dans ces académies, dont l'Académie Julian. Un mot aussi sur le père, en disant que le père Milsando, qu'en fait c'est au niveau, pour situer un peu cette famille, ce sont des farouches républicains anticléricaux, pas de soutane. Et donc ça c'est vraiment quelque chose, Milsando va naître dans ce milieu farouchement anticlérical. Ils sont très proches de Clémenceau. Voilà. Et donc voilà un peu le personnage. Alors, James Dézac, qui avait écrit une biographie d'ailleurs de Milsando, raconte, alors est-ce que c'était vrai, que lorsque son fils est rentré à l'école primaire, il rentrait à l'école donc laïque, publique, et comme il y avait eu des réflexions, il lui avait mis une pancarte dans le dos en mettant « je rentre à l'école laïque ». Peut-être un peu de légende. Toujours est-il que Milsando donc va, et ça c'est important, en 1905, va acheter une petite maison donc au Bois-du-Rond, hein, où se trouve aujourd'hui le musée. Jusqu'à présent, il logeait chez son père, donc à la place du bourg. Et comme son père a vendu, enfin comme la famille vend la maison, il faut qu'il trouve un pied-à-terre. Il loue un appartement à Paris, il voyage beaucoup. Vous savez qu'il a voyagé beaucoup en Espagne, mais qu'il a fait beaucoup en Bretagne, etc. Il veut un pied-à-terre, donc il achète une petite maison qu'on voit sur la gauche, petite maison dure, c'est qu'il décorera pratiquement aussitôt après l'achat de ces peintures murales, donc après la fascination qu'il a ressentie en découvrant l'Andalousie. Et sur la droite là-bas, vous distinguez une bourrine. Hein. Il y avait une bourrine et c'est là qu'il a fait son atelier. Hein. Quand on parle de l'atelier dans le musée en disant qu'il est là, non, c'était pas son atelier, c'était sa chambre et sa maison d'habitation, et l'atelier était dans la bourrine. Je ne sais pas trop comment il pouvait travailler. Il y a un témoignage, le seul d'ailleurs qui donne des informations là-dessus, qui nous dit, c'est Marcel Fleury, qui était un graveur, qui écrit dans la revue du Bas-Poitou, il fait une petite excursion chez Milsando, il décrit donc les choses. Et en fait, Milsando avait fait construire une verrière dans le toit de la bourrine. Je ne sais pas trop comment ça pouvait tenir tout ça.
hein. Voilà, donc et c'est intéressant parce que vous voyez, le père avait dans son atelier dans une bourrine, lui également dans une bourrine. Alors Mil-Sando, vous le savez, c'est quelqu'un surtout qui va s'intéresser beaucoup aux gens de son pays, hein. Et pendant toute sa vie, d'ailleurs, c'est un artiste réaliste qui s'intéressera au monde rural et à la population rurale qu'il côtoie, que ce soit d'ailleurs en Espagne, que ce soit en Corse, que ce soit en Bretagne, et bien sûr dans le Marais. Dans ses débuts, Mil-Sando donc, va continuer à faire des portraits de gens de son pays. Donc je vous ai dit qu'il était rentré à l'Académie Julian, et l'année suivante, il va être admis à l'École nationale des beaux-arts. À l'époque, le chef d'atelier est Gustave Moreau, qui est un maître qui est très ouvert d'esprit et qui a la possibilité, c'était dans le règlement de l'École des beaux-arts, d'admettre 2, 3 élèves éventuellement en candidat libre sans passer par les épreuves d'entrée à l'École des beaux-arts. Comment rencontre-t-il Mil-Sando? Je pense qu'un personnage va certainement jouer d'influence, c'est Marcel Baudouin, encore une fois. Donc vous allez retrouver Marcel Baudouin souvent. Et Gustave Moreau trouve ce jeune garçon un peu sympathique, vous savez, il est un peu gauche, hein, ce petit garçon qui vient du Marais, arrivé à Paris, donc il va le prendre sous sa coupe, et Mil-Sando donc va rentrer dans l'atelier de Gustave Moreau, où il va avoir pour condisciples des artistes que vous connaissez, Albert Marquet, hein, Rouault, Matisse, Matisse qu'il a déjà d'ailleurs rencontré chez Julian. Ce n'est pas simplement des noms qu'on cite comme ça, ce sont vraiment des camarades qui, pendant 2 ou 3 années, vont échanger, il y a des lettres, et donc ils vont avoir une réelle amitié, et ils vont d'ailleurs voyager ensemble, notamment en Hollande, où là, Mil-Sando va découvrir des intérieurs de la peinture hollandaise, flamande, qui vont le frapper beaucoup, et qui vont lui rappeler d'ailleurs un peu justement son pays. Et il faut savoir d'ailleurs que Georges Rouault a passé un mois de juillet à Soulan, sur la place du Bourg, avant que la maison soit vendue. Alors on dit qu'il n'a pas produit beaucoup parce qu'il était malade, mais il se trouve, alors j'ai pas eu le temps malheureusement de creuser, mais je suis allé, alors je veux dire ça avait pris le temps, hein, je suis allé au musée de l'Ermitage, avant que, hein, et à l'Ermitage j'ai trouvé une peinture de Rouault, et il faut que je compare parce que c'est très très proche de Mil-Sando. Je pense que cette œuvre-là a dû être réalisée, a été réalisée à Soulan. Toujours est-il que lorsqu'il est à l'école des Beaux-Arts, Mil-Sando n'a qu'une obsession, c'est faire du dessin. Il ne veut pas peindre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire, parce qu'il est obligé de réaliser les ouvrages obligatoires, si vous voulez, qu'on impose aux élèves. Et si vous connaissez le musée Mil-Sando, Mil-Sando peignait pas si mal que ça, il faisait des copies d'œuvres du Louvre, comme tous les jeunes élèves de l'école des Beaux-Arts, mais ce n'est pas ce qui l'intéressait. Lui, il voulait être avant tout dessinateur. Et donc pendant ses études, il a continué, persévéré, à réaliser des dessins de ce type-là, donc très, très classiques, dans la veine des dessins classiques français. Et il s'intéresse surtout aux pauvres gens, aux pauvres gars, aux jeteurs de sorts, aux infirmes, à tous ces gens-là qui vivent dans ce bourg de Soulan. Et Gustave Moreau ne le contrarie pas. Il va au contraire le laisser aller. Et c'est bien d'ailleurs grâce à Gustave Moreau qu'en laissant aller les artistes et les élèves, plutôt que de les enfermer comme on le faisait autrefois, bah, ça donnera du Matisse, ça donnera des gens comme ça. Alors voilà, les infirmes, c'est un sujet qu'il va souvent traiter. C'est un artiste qui s'intéresse véritablement aux gens, aux pauvres gens. Et je dis souvent qu'il n'est pas si étonnant finalement que Mil-Sando se soit intéressé beaucoup à la peinture espagnole, parce qu'on retrouve ça dans la peinture espagnole, cet intérêt pour les pauvres gens. Hein. Et donc voilà, ce sont aussi les gros là, c'est le gros buveur, hein, un type qui venait dans l'auberge familiale, avec des dessins quelquefois à peine esquissés,
souvent des dessins, alors des dessins très immobiles, figés, hein. Les gens souvent l'air d'être plongés dans leurs pensées, hein. Et il y avait un critique d'art de l'époque qui disait que Missando était le maître du regard. Le regard a énormément d'importance. Et vous voyez d'ailleurs que le reste dans ce dessin a peu d'importance. Les mains sont souvent bâclées, parce que pour lui, ça n'est pas quelque chose de très intéressant, sauf que, parfois, la main a au contraire beaucoup d'importance, parce que quand c'est la main de travailleurs, de gens avec vous voyez, des rhumatismes, etc., là, il va s'y intéresser beaucoup, parce que c'est un artiste très, très réaliste. Alors la mère Pajot, alors il a déçu quelques modèles sous la main, il y a aussi Philomène, sa petite bonne, hein. Et la mère Pajot, donc voilà une bonne femme dans sa bourrine, qu'il représentera très souvent. C'est une peinture un peu triste, mélancolique, l'œuvre de Missando, même si quelquefois on y croise aussi des jeunes femmes souriantes. Mais bon, c'est quand même, c'est un personnage qui est très torturé. Voilà, très torturé, on le voit d'ailleurs à travers ses lettres, hein, et donc on le sent évidemment à travers son œuvre. Alors ici, vous avez une œuvre très intéressante par son cadrage. Alors, c'est vrai que Missando, on ne peut pas l'enfermer uniquement dans une œuvre qui pourrait être académique, etc. C'est quelqu'un qui va quand même être en contact avec les nabis, avec les fauves, etc. Donc, il a quelquefois des œuvres comme ça qui sont assez modernes d'esprit. Ça, c'est Borion. Borion, c'est un personnage qui est important. Je en reparlerai tout à l'heure aussi, qui était secrétaire du salon d'automne, mais qui habitait La Roche-sur-Yon. Il était fonctionnaire à la préfecture. Et c'est quelqu'un qui a joué un rôle très très important auprès de ces artistes. Borion a beaucoup collectionné les œuvres de Missando. Alors ici, c'est vrai que Missando, ce qui est important aussi dans ses œuvres, évidemment, ce sont les grands pastels. La technique véritablement pour laquelle il excellait, c'était le pastel, dans des très grands formats. Et ça, c'est quand même particulièrement intéressant et je dirais même spectaculaire, parce que le pastel est plutôt une technique qui est plutôt adaptée à des formats plus petits. Vous voyez, ce sont des œuvres un peu intimistes, des chardins, etc. Or là, Missando va sur des très très grands formats, avec donc des effets de clair-obscur, etc. Donc qui sont très, très travaillés. Ici, il y a une œuvre qui est très intéressante, qui s'intitule Le Complot. Alors c'est aussi justement ce travail, cette œuvre-là, elle raconte beaucoup de choses, hein. Les deux compères, là, ils sont en train de comploter. Est-ce que tu vas réussir à avoir le chant du père, machin, etc. Enfin, on le voit, la malice d'ailleurs du regard, vous voyez, de ces deux hommes. Et puis là, alors, ce grand pastel qui est au musée Missando, donc la partie de cartes, là aussi c'est une œuvre très intéressante. Alors j'insiste sur le fait que si l'on doit trouver des points communs avec le père, évidemment c'est l'intérêt que ces deux artistes vont porter sur la vie des gens, la vie quotidienne de ces maraîchers. Et là, on est dans un intérieur, mais c'est un retour de chasse. Vous voyez les gibiers un peu partout, hein, et ils sont en train de jouer aux cartes. Et Missando est sans doute le seul à pouvoir s'autoriser, parce que c'est un enfant du pays, à pénétrer dans un intérieur, se mettre dans un petit coin et surprendre en fait cette famille, avec notamment quelque chose qui est très osé sur la gauche, et cette femme qui donne le sein à son enfant. Je ne suis pas persuadé que dans le Marais on aurait donné le sein comme ça devant un étranger. Et puis tout ce jeu, alors évidemment de lumière tout à fait extraordinaire, hein, avec ses volutes de fumée, et puis les regards surtout de ces personnages, notamment le type là qui a sa pipe, qui vient de poser ses cartes, on sent bien que lui, il est content, il a son jeu, hein. Et puis cette femme derrière qui regarde avec beaucoup d'inquiétude, parce elle regarde peut-être que son mari a un jeu qui n'est pas satisfaisant. Enfin, vous voyez, donc ce sont des œuvres aussi qui racontent beaucoup d'histoires. Alors ce sont des œuvres aussi qui sont des documents ethnographiques, hein, intéressants. Moi je me souviens, j'avais parlé avec Jean-Pierre Bertrand par exemple sur ce tableau, parce qu'il y a notamment cette ceinture, vous voyez, colorée.
généralement, on dispose plutôt de documents en noir et blanc, de photographies. Or là, avec 1102, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la couleur. Et puis, alors, ces scènes de beuverie qu'on trouve aussi beaucoup, qui rejoint d'ailleurs les peintures, notamment hollandaises, flamandes. Hein. Alors, 1102 reproduit cela. Je pense que c'est une certaine critique quand même de la société. Et il va surtout peindre ces scènes de beuverie beaucoup vers la fin de sa vie, à un moment où les choses se passent mal, et je pense qu'il a du mal à vivre cet alcoolisme qu'il a croisé dans l'auberge paternelle. Il y a des gars qui tombaient par terre, sans doute, donc c'est quelque chose qu'il va représenter, mais pas avec complaisance. Et c'est un artiste réaliste, donc il présente les choses aussi dures qu'elles sont. Et donc cette œuvre-là, qui est quand même très intéressante aussi par le fait qu'on a cette nature morte hein, au premier plan, qui est d'une belle exécution. Il a réalisé quelques natures mortes. Et puis arrive donc la fin de sa vie. Alors je passe évidemment sur ses voyages, etc. C'est pas le propos. Et à la fin de sa vie, 1102, donc c'est la guerre 14. La guerre 14, 1102 d'abord est malade, il est en très mauvaise santé, il est tuberculeux et d'autres problèmes de santé. Et on va réquisitionner sa jument. Donc il ne peut plus partir avec sa petite carriole au bourg, donc il est enfermé dans sa maison du Bois-Durand. Il y a des hivers épouvantables, donc le marais inonde. Les jeunes partent à la guerre. Beaucoup ne reviennent pas. Donc c'est un moment évidemment très dur. Et 1102 est aussi confronté à un problème, c'est que lui qui excelle dans l'art du pastel, il ne peut plus s'en fournir. Il ne peut plus s'en fournir et du coup il va falloir qu'il se tourne vers autre chose. Et il va se tourner vers ce qu'il n'aime pas trop faire. Alors il en a fait quand même pendant toute sa carrière, mais relativement peu, sont des peintures à l'huile. Et pour faire de la peinture à l'huile, il faut des toiles. Et donc il va récupérer des toiles de très mauvaise qualité, ce sont des toiles de lin, des toiles de jute, hein, et peindre donc sur ces toiles-là. Ce qui pose quelques problèmes d'ailleurs après quand on est confronté à des problèmes de conservation de ces œuvres. Alors ici vous avez une œuvre qui n'est pas une toile, c'est une œuvre aquarellée, mais qui représente donc le Bois-Durand. Vous voyez la bourrine donc sur votre gauche. Alors curieusement, moi j'y vois pas de verrière, et puis sur la droite après, la petite maison avec ses peintures murales à l'intérieur. Vous voyez que là, la maison est complètement cernée par les eaux. Et dans ce contexte finalement assez douloureux pour 1102, le fait d'être complètement isolé, de ne plus pouvoir voyager, d'avoir des problèmes de santé, il sait pertinemment qu'il est perdu. Petit à petit, il va se tourner vers quelque chose qu'il n'a jamais traité jusqu'à présent, ou à de rares exceptions, c'est le paysage. Les bourrines qu'il a représentées par l'intérieur, dans des scènes d'intérieur, du coup, il les positionne donc dans des vues du Marais. Et là, vous avez une œuvre qui est au musée des Beaux-Arts de Nantes, mais en dépôt au musée 1102, qui représente, donc ça s'intitule La Bourrasque. Et vous voyez ces maisons complètement cernées par les eaux, ces bourrines, souvent éventrées, parce que en fait les bourrines, les hommes ne sont plus là pour les entretenir. Hein. Et c'est la raison pour laquelle on voit souvent, je n'ai peut-être pas mis là, mais des femmes qui manœuvrent des yolles, parce que les femmes sont là, hein, c'est elles qui travaillent évidemment, pendant que les hommes sont au front. Donc ça c'est vraiment les années de guerre, hein, qui sont vraiment un tournant avec la production de ces paysages donc du Marais. Ah bah si, voilà. Donc ça, ce sont des œuvres vraiment très très caractéristiques avec ces femmes en yole. Vous voyez là, donc la bourrine, elle est complètement entourée d'eau. Il a représenté, d'ailleurs, il y a une œuvre où on voit l'eau qui pénètre complètement dans la bourrine. Hein, on est obligé de marcher avec des planches. Hein. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les lits à quenouilles étaient sur des pieds très très élevés pour s'isoler non seulement de l'humidité, mais même quelquefois de l'eau qui pénétrait dans ces maisons. Alors, donc, ce 1102 va avec lui. Alors, il va essayer, si vous voulez, de créer. Alors,
au moment où il achète sa maison, il rêve, il écrit d'ailleurs une lettre en disant qu'il rêve de faire un nouveau Barbizon. Donc il voudrait inviter chez lui des artistes. Il a notamment deux amis qui sont belges, il y a Bruckmann et puis Evenpool, mais malheureusement Evenpool décédera très jeune, donc il ne pourra pas le faire venir. Ce sera une tragédie de plus, parce que c'est aussi la mort de Gustave Moreau qui affectera énormément Mil-Sando, comme d'ailleurs tous ses élèves. Et donc, il va donc essayer d'inviter des artistes, mais finalement, bon, voilà, ça ne fonctionne pas vraiment. Par contre, quand même, dès ses premières années de travail, dans tout début des années, notamment 98, 99, 1900, il va travailler avec Jules Grandjean. Alors, Jules Grandjean, c'est un artiste nantais qui est connu surtout pour avoir été un grand caricaturiste, et il a collaboré, Grandjean, notamment pour l'Assiette au beurre, enfin, vous voyez, tous ces journaux satiriques. C'était un homme très engagé, ça lui a valu d'ailleurs l'exil à cette époque, c'était un anarchiste. Et donc il rencontre Mil-Sando, et tous les deux vont donc faire des escapades dans le Marais, et plus particulièrement à Châlons, où ils vont s'intéresser à un sujet qui est le maraîchinage. Le maraîchinage qui est aussi un sujet qui intéresse Marcel Baudouin, encore lui, qui va produire, je crois que c'est en 1902, un livre sur cette fameuse coutume de fréquentation des jeunes maraîchins, fréquentation absolument interdite par le clergé, qu'on a plutôt présenté comme de gentilles choses, des petites amourettes sous un parapluie, dans les champs, etc. C'est pas que ça, maraîchinage. Et Grandjean et Mil-Sando vont découvrir ce maraîchinage en allant dans les auberges de Châlons. Et là, vous avez donc une œuvre de Mil-Sando. Elle est très intéressante parce que c'est pas du tout la veine de Mil-Sando habituelle. Là, on est vraiment dans des influences entre les deux artistes, quelque chose qui est pris sur le vif, vous voyez, un Lavie, et qui représente ce couple donc qui s'embrasse, se fréquente. En voilà un autre. Tout ça, ça a été fait avec Grandjean, avec l'objectif d'illustrer l'ouvrage de Marcel Baudouin. En fait, c'est ça le sujet, les raisons de ces escapades et de cette amitié qui va être éphémère, parce qu'après, Grandjean prendra d'autres voies, mais pendant 2-3 étés, ils vont sillonner la campagne maraîchine et travailler. Alors, pas simplement sur ce sujet, parce que Grandjean produira aussi d'autres œuvres. Voilà une œuvre de Grandjean, par contre, là, c'est des petites esquisses, vous voyez, de couples qui s'enlacent et s'embrassent. Puis là, oui, on y va, mon cœur. Dans les tavernes à Châlons, c'est pas inventé, c'est pris sur le vif, bien évidemment, et c'est très documenté. Et puis également, alors ça, c'est par contre la gentille vision, ça c'est aussi Grandjean, la gentille vision des couples sous la parapluie. Et puis Grandjean va accompagner Mil-Sando, il va s'intéresser aussi à ces sujets, à cette vie quotidienne des Vendéens, donc là sur la place de l'église à Saint-Jean. Et puis voilà, des scènes de marché également. Et alors il y a un autre artiste qui est intéressant, qui est lié à Grandjean, c'est Laboureur, puisqu'ils étaient cousins. Donc Émile Laboureur est également un Nantais, qui a été un grand graveur, et on sait que ses débuts de graveur ont été accomplis avec Auguste Lepère. Et Laboureur était aussi lié à Charles Mil-Sando, donc il est venu travailler sur Saint-Jean-de-Mont, mais plutôt sur Noirmoutier. Donc j'ai trouvé peu d'œuvres, en tous les cas, situées à Saint-Jean-de-Mont, mais on sait qu'ils se fréquentaient et que le groupe se fréquentait. Ça a pu être d'ailleurs un lien entre Lepère et Mil-Sando. Alors il y a eu un personnage qui était très important pour Charles Mil-Sando, c'est Alain James Desac, qui était un propriétaire d'une propriété à Châlons, le Bois du Breuil, qui a malheureusement disparu aujourd'hui, et qui a vraiment encouragé beaucoup Mil-Sando,
il a collectionné, rassemblé une collection très importante qui a été dispersée, peut-être le savez-vous, il y a 2 ou 3 mois à Nantes en vente publique, malheureusement. Mais les musées ont pu quand même acquérir, notamment le musée Missando a acheté beaucoup de choses. Et on le verra d'ailleurs tout à l'heure, Desac a été aussi le mécène de Jean Launois, qui est un personnage évidemment qui est important pour vous ici au musée des Sables d'Olonne. Et Desac est un personnage, on reviendra tout à l'heure, qui a joué aussi un rôle très important. Je le montre volontairement parce que c'est aussi un peu le contraste avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que ces artistes, et là c'est une œuvre de Missando, étaient aussi des auteurs de portraits mondains, parce que ce sont des portraits de commandants. Alors, la seconde génération d'entre les deux guerres, donc elle commence en 1919. Les deux pionniers, en quelque sorte, ceux qui ont vraiment fait amorcer le mouvement du groupe, Missando et le père, sont décédés. Le père décède en novembre 18, et Charles Missando en avril, le 2 avril, je crois, le 2 avril 1919. Il décède en buvant une coupe de champagne. Donc, évidemment, là, il y a un trou, ces deux-là sont partis. Alors, il va y avoir un mouvement très intéressant, une concentration d'artistes qui vont affluer donc, à partir des années 20 dans ce secteur de Saint-Jean-de-Mont. Alors, c'est très certainement le fait qu'il y a eu 2 artistes qui ont produit énormément donc, en Vendée et dans ce secteur, qui ont exposé beaucoup, parce que Charles Missando a également exposé, soit dans les grandes galeries, des galeries comme Georges Petit, exposé chaque année au salon, vendu ses toiles. C'est un artiste qui a vécu de sa peinture. Donc on situe le Marais, ce secteur de Saint-Jean-de-Mont, comme un lieu intéressant pour les artistes. Et puis alors il y a deux personnages intéressants qui vont jouer. Vous allez comprendre que tout ce groupe, il se forme grâce à plein de choses, à des gens qui vont être influents. Et ce sont donc 2 hôteliers, Alcide Guériteau, et puis à l'hôtel de la Plage, et Armand Lenné, donc à l'hôtel des Voyageurs. C'est un peu une tradition française, on a plusieurs autres exemples d'hôteliers, d'aubergistes qui ont accueilli des artistes et qui en ont profité pour se constituer des collections. Ça a été le cas en tous les cas de ces deux-là. Là, ici, de l'hôtel de la Plage, dont je parlerai un peu moins parce que il est incontestable que beaucoup d'artistes ont fréquenté l'hôtel de la Plage, mais l'hôtel de la Plage, chez Guériteau, c'était quand même le côté un peu select des choses. Alors, cet hôtel de la Plage, il a été construit à partir de 1910, il n'y avait pas d'hôtel avant, juste un petit truc. Et il reçoit, déjà c'est la naissance, les prémices de la station balnéaire, on est loin d'y être encore. Mais c'est quand même une clientèle chic de Nantais, etc., qui viennent dans cet hôtel. Et donc il y a une partie de ces artistes qui sont plutôt des gens artistes un peu bourgeois, qui vont fréquenter cet hôtel, se tournant peut-être un peu plus vers la mer. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le groupe de Saint-Jean-de-Mont, en fait, est fait d'artistes qui ne s'intéressent pas à la mer, ou très peu. Alors vous avez vu, par exemple, le père a fait 2-3 choses sur la mer, mais il a même peint des vagues, d'ailleurs, de manière très japonisante, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment au contraire de tourner le dos à la mer pour aller voir ce qui se passe dans l'arrière-pays, dans le Marais. Et ça, c'est quelque chose d'important. Mais il faut aussi comprendre, vous qui êtes Sablais, que la situation est très différente. Parce qu'ici, il n'y a pas donc, de remblai, il n'y a pas de port non plus. Il n'y a pas de port. Donc si vous êtes un peintre de marine, ben, il n'y a pas de sujet à Saint-Jean-de-Mont. Donc l'hôtel Guériteau est un petit peu secondaire, je trouve, par rapport à l'hôtel des Voyageurs, tenu par Armand Lenné, que vous voyez ici. L'hôtel des Voyageurs, en fait, c'est une pension de famille, plutôt. C'est à la fois, il y a un restaurant, il y a une très bonne cuisine, on y mange très bien. C'est sur la place de l'église où il y a les marchés, donc il y a tous les représentants de commerce, etc., qui viennent manger là, dormir.
Et puis l'été, c'est plutôt déjà, je dirais, une pension de famille, hein, avec des chambres. Et Armand Lenné va accueillir des artistes, hein, et il va leur donner des chambres, et va les encourager à peindre, et il constituera une collection assez importante, sans être du tout amateur d'art. Hein, mais voilà, il a une intuition, et puis il trouve ces gens-là sympathiques. Et puis il se retrouve d'ailleurs beaucoup autour d'une bonne bouteille, parce que Armand Lenné, c'était quelqu'un qui descendait. Hein. Et donc voilà, bon vivant, aimant la bonne chair, etc. Et puis voilà son épouse. Alors il avait aussi, il adorait les animaux exotiques. Donc il y a des singes, il y a un singe qui passait, paraît-il, au-dessus de la tête des gens dans le restaurant. Puis il y avait également donc, ce perroquet que vous voyez ici. Alors, ce que je voulais quand même préciser, c'est que ces deux œuvres-là sont des œuvres de Jean Launois. Hein. Donc on va en parler aussitôt, puisque en fait le premier des artistes qui va venir sur Saint-Jean-de-Mont, c'est Jean Launois. Hein. Jean Launois Sablé, né au Sable d'Olonne, le fils d'un sous-préfet des Sables, Prosper Launois, qui est un intellectuel, qui aime d'ailleurs, pratique le dessin, etc. Et qui a un fils, Jean, qui n'est pas très très bon sur le plan scolaire. Et donc il ne sait pas trop quoi en faire, et il décidera, donc il voit que Launois aime bien, son fils aime bien le dessin, et il l'amènera au Bauduran, donc avant la guerre, hein, à partir de 1913, donc Launois est tout jeune, il a 18 ans. Et Launois sera initié donc, au dessin auprès de Charles Mylsandot. Il y a un lien qui est évidemment extrêmement important. Alors voilà l'Hôtel des Voyageurs, voilà une équipe là, des gens qui travaillaient donc avec notamment un boucher qui a été souvent représenté d'ailleurs par les œuvres. Bon, ça c'est une scène à l'intérieur de la cour. Et donc, ça, ces gens-là, évidemment, vont jouer un rôle parce qu'il y a le bouche à oreille. Hein. Quand on est jeune artiste et qu'on sait qu'il y a un hôtelier qui vous reçoit chez lui, qui éventuellement ne vous fait pas payer grand-chose, ou même pas du tout si vous travaillez un peu pour lui, évidemment, c'est attrayant. Et puis, il y a aussi Raoul Breteau. Alors, j'aurais pu en citer d'autres, mais Raoul Breteau, lui, c'est un homme qui s'est installé à Challans, qui est droguiste, et qui va être le fournisseur des artistes en matériel. Et puis également dans sa droguerie, il fait un peu galerie, il va exposer donc les artistes. Alors chez Raoul Breteau, là, voilà, il avait un petit coup de crayon aussi, et donc il a représenté là tous les copains qui venaient donc chez Armand Lenné surtout. Hein. Donc on y rencontre plusieurs personnages. Donc là, vous avez notamment, je ne me souviens jamais, donc c'est en fait un document de publicité pour la droguerie. On reconnaît de gauche à droite donc Alain Gebs-Désac, Raoul Breteau lui-même, Armand Lenné, donc Marcel Vrignot, un homme aussi qui était important, Jean Launois, et puis également Henri Simon et Marcel Douillard. Donc voilà, un dessin amusant. Alors Jean Launois, moi je l'appelle le passeur parce que c'est véritablement lui donc, qui va transmettre les choses entre la période de Mylsandot et celle des années 20 et 30, hein, par le fait qu'il est initié au dessin par Mylsandot. Alors Launois, bon je vais pas raconter l'histoire de Launois parce que je pense que vous la connaissez, hein. Vous avez ici un fond très très important des œuvres de cet artiste, un dessin présentant son père. Hein. Ce qui est sûr, c'est que dans les débuts, on voit bien l'influence de Mylsandot. Alors c'est très éphémère, mais la manière de dessiner de Launois est très très proche de Mylsandot. Il y a même des dessins qui sont vraiment très très proches. Hein. Et puis ensuite, il va s'en éloigner. Vous savez que Launois va partir en Algérie. Il sera titulaire du prix de la Villa Abdeltif. Vous savez, c'était une villa que la France possédait à Alger, sur les hauteurs d'Alger, à côté du musée des Beaux-Arts. Et les titulaires de ce prix Abdeltif avaient la possibilité de passer 2 années dans cette superbe villa
où ils avaient tout le confort, à la fois un appartement, un atelier, la possibilité de réaliser des expositions. Ils avaient une bourse aussi très confortable et aussi ils étaient autorisés à voyager, à aller à Biskra, dans le désert saharien, etc. Donc c'était évidemment très important. Ça a été pour Launois une révélation, et notamment avec sa rencontre avec Albert Marquet. Alors voilà un dessin par exemple, on voit bien qu'on est dans la même veine que Charles Missando. Tous ces dessins-là, hein, donc aussi qui s'intéressent encore à ces pauvres gens, à ces vieillards, à ces gens alcooliques ou à des gens simples. C'est un boucher qui est en train de... Ah non, c'est pas un boucher, c'est sur le compte des messieurs, un poissonnier qui est en train de découper un poisson. Et puis, donc, beaucoup de scènes d'intérieur, ici, un bossu. Donc, en fait, Launois va faire beaucoup d'allers-retours parce qu'il va passer une partie de sa vie en Algérie, il va aussi aller en Indochine, vous le savez, c'est une très belle exposition ici. Il habite également Paris, mais revient toujours très régulièrement sur Saint-Jean-de-Mont et surtout vers la fin des années 20 et des années 30. Hein. Et donc là, il va être un peu le leader du groupe, de ces jeunes artistes, ou moins jeunes, qui vont venir chez l'aîné, chez Guérito, et qui vont venir travailler dans le Marais. Et l'aîné, en fait, avait pour habitude, il avait une voiture, donc il mettait les gars dans la voiture avec un bon panier, donc pour se restaurer, pour se désaltérer aussi, hein, et puis il les laissait en pleine campagne pour qu'ils puissent aller peindre des intérieurs dans les bourrines, dans le Marais, et puis il allait les rechercher le soir, bon, avec les œuvres sous le bras. Donc ça, c'est des Launois de cette époque-là, hein. Donc avec également des œuvres comme celle-ci, intéressantes. Et puis aussi des scènes de marché, hein, donc telles que tous ces artistes vont réaliser, d'autant qu'ils ont les marchés sous les yeux, hein, quand ils sont chez l'aîné, à l'hôtel des voyageurs, la place est là, et donc ils vont beaucoup être inspirés par ces scènes de marché. Voilà, un autoportrait. Alors Launois, malheureusement, finira mal sa vie à Alger, il décédera en 1942, hein, mais jusqu'à la fin des années 30, on va y revenir tout à l'heure, il va jouer vraiment une influence très très importante donc, sur les artistes. Alors, parmi ces artistes, rapidement, il y a deux enfants du pays, Gaston Dolbeau, qui est de Bois-de-Séné. Enfin, il n'est pas né à Bois-de-Séné, mais il habite une maison à Bois-de-Séné, pas loin de l'église. Vous voyez, il est né en 1887. Un qui est beaucoup plus jeune, Henri Simon, hein, qui lui est de Saint-Hilaire-d'Aurier, hein, le fils d'une institutrice de Saint-Hilaire. Et ces deux artistes vont faire partie de ce premier noyau du groupe de Saint-Jean-de-Mont aux côtés de Launois. Alors Gaston Dolbeau va aussi parcourir donc, les campagnes, ça c'est un autoportrait quand il était tout jeune. Hein. Et Dolbeau va surtout être fasciné par les bourrines. Hein. Et il va reproduire ces bourrines avec ses formes, vous voyez, tout arrondi, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il va réaliser avec d'autres artistes. Il y a beaucoup de grande proximité quelquefois entre les œuvres de Dolbeau et de Simon, par exemple. N'est-ce pas? Ah non, elle est venue incognito. Et donc voilà, quelques œuvres que je vous présente ici de Gaston Dolbeau. Je regarde ma montre parce que je suis un peu bavard, donc il faut que j'aille plus vite. Et ici, également cette bourrine avec ses formes très, très arrondies. On oublie un peu les perspectives. Hein, et donc ça, ce sont vraiment des œuvres très caractéristiques. Et puis aussi, vous voyez là, des scènes de... des scènes de marché, des intérieurs qui sont aussi très, très proches. Alors Simon, on est dans le même esprit. Simon va faire ses études à l'école des Beaux-Arts de Nantes
et puis ensuite à l'École des Beaux-Arts de Paris. Très curieusement, il aura pour maître deux maîtres qui s'appellent Simon, mais il n'y a aucun rapport en termes, c'est une homonymie, pas de rapport avec sa famille. Et donc lorsqu'il monte, on disait à Paris, Simon n'est pas à l'aise à Paris, il est un peu comme Glissando, hein, et donc très vite il va revenir au pays en 1934. Et en 1934, il fera la connaissance de l'Aunois par l'intermédiaire de James Désac. Et donc il va naître à ce moment-là une amitié. C'est à partir de 1934 que Simon va venir travailler avec l'Aunois à la pension, notamment à la pension Lenné. Voilà donc un autoportrait lorsqu'il était jeune. Et voilà. Alors Simon, c'est flagrant, hein, presque plus que l'Aunois. Les premières œuvres, les œuvres de cette époque-là sont très très proches dans l'esprit, sont les mêmes sujets, sont des portraits de Maréchal, vous voyez, réalisés au crayon, des portraits très réalistes, hein, immobiles, figés, enfin c'est presque c'est pas loin de Glissando en tous les cas. Après, Simon fera son propre chemin, mais pas en très longtemps, donc il est évidemment sous influence. Et considère Glissando comme un maître, comme un exemple. Parce que Glissando, peut-être plus que le père, c'est quelque chose qui reste dans la mémoire collective là-bas. On parle de ce peintre, il y a encore son atelier, parce que sa veuve va lui survivre pendant très longtemps, elle décède dans les années 50, donc tous ces jeunes artistes vont aller au Bois du Vent, vont aller voir les œuvres qui restent dans l'atelier. Ils sont assez fascinés par celui qu'on appelle le peintre du Marais. Donc voilà quelques Simons de cette époque. Rapidement, ça a aussi très très belle œuvre, donc très tendre. Scène d'intérieur, je passe rapidement. Et puis aussi, alors ça, les fameuses bourrines, hein, donc ils sont aussi, il y a évidemment des proximités avec ses amis artistes, œuvres très colorées. Alors, Simon, alors beaucoup plus tard, hein, en 1950, lorsqu'il se marie, donc après-guerre, va faire un voyage de noces en Algérie. Et peut-être parce que l'Algérie, voilà, il a entendu parler par l'Aunois, il y a d'autres artistes d'ailleurs du groupe qui seront également pensionnaires de la Villa Abdeltif. Donc l'Algérie, c'est évidemment, ça a produit un choc, hein, au niveau de la lumière, et donc Simon produira dans les années 50 un peu des bourrines qui sont très, entre guillemets, très algériennes. Donc des scènes d'intérieur, dans les tables ici, tout ça, ça a été réalisé à peu près au moment où Simon fréquentait l'atelier Lenné. Ça, c'est pas très bon, je pense. Et puis alors, là, bien après aussi, puisqu'on est en 52-53, Simon décidera de construire une bourrine. Ah tiens, encore un. Et d'y faire son atelier, ces fameuses rimagures, hein, que vous connaissez peut-être. Et si vous ne connaissez pas les rimagures, bah venez, parce qu'à partir du mois de mai, vous découvrirez les rimagures réaménagées. Donc c'est un musée, un centre d'interprétation autour de l'œuvre d'Henri Simon, puisque la ville a racheté donc cette fameuse bourrine, qui est un peu une utopie, parce qu'il a voulu en faire son atelier, mais un atelier, finalement, pour un peintre, une bourrine, c'est pas terrible, hein, parce qu'il faut de la lumière. Alors il avait ouvert des fenêtres sur un des murs de la bourrine, mais qui était quand même assez insuffisante, raison pour laquelle ensuite il a construit d'autres bâtiments à l'arrière, et puis il a eu ensuite un atelier également dans sa maison à Saint-Hilaire-de-Riez. Mais c'est important, j'insiste vraiment là-dessus, c'est que tous ces artistes-là, finalement, qui sont très intéressés par les racines, leurs racines rurales, et donc c'est pour lui vraiment un symbole de choisir la bourrine comme atelier, comme l'avait fait le père, comme l'avait fait Glissando. Alors voici d'autres œuvres là, plus tardives d'ailleurs, hein, de bourrine. Vous voyez, avec des formes très très rondes, il n'y a plus de perspective, donc ce sont des bourrines très intéressantes. Et là je vous ai mis deux choses parce que, vous voyez, la proximité, par exemple ici vous avez une œuvre de Simon, une œuvre de Dolbeau. Vous voyez, on voit évidemment qu'ils ont travaillé ensemble. Ici, même chose.
Il y avait cette bourrine et celle-ci, c'est la même, hein. On est d'accord. Voilà. Alors ensuite, vont venir aussi auprès du groupe d'autres artistes. Il y a des peintres nantais. Alors j'aurais pu mettre une liste beaucoup plus grande parce qu'ils sont plus nombreux, mais les principaux en tous les cas. Edmond Bertreux, donc né en 1911, c'est à peu près toujours la même génération, hein. René Levrel, Jean Chabot et André Frey. Alors Bertreux, lui, il est complètement sous le charme de Mille-Sans-Dos. C'est une obsession totale. Il va s'habiller comme Mille-Sans-Dos, avec une cape, une grande cape, une lavalière pendant toute sa vie. Il ne parle que de Mille-Sans-Dos. Moi, je l'ai connu. Il avait son atelier donc, à Nantes, pas loin de la cathédrale. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs de peindre l'incendie de la cathédrale, le premier incendie, lorsqu'il s'est produit, puisqu'il avait la cathédrale devant ses fenêtres. Et Bertreux, donc tout jeune, va entendre parler de Saint-Jean-de-Mont et va partir avec son vélo, il parcourt la campagne et il va au Bois-du-Vent voir Madame Mille-Sans-Dos, et très vite il va se lier lui aussi d'amitié avec Launois, avec Dolbeau, avec Simon, etc. Voilà d'ailleurs un Simon, donc représentant Bertreux, donc toujours avec sa lavalière. C'est un personnage pour moi comme Mille-Sans-Dos, hein. Et en fait, Bertreux racontait qu'il a eu un coup de cœur au musée des Beaux-Arts de Nantes en voyant le tableau de la bourrasque. Vous vous souvenez tout à l'heure qu'on voyait avec cet homme-là qui portait son fagot dans le marais inondé. Et c'est ce coup de cœur qui lui donne véritablement envie d'aller dans le marais. Et pendant des années, Bertreux peindra à la manière de Mille-Sans-Dos, mais lui beaucoup moins un portraitiste, donc plus un paysagiste. Donc il va produire des paysages plutôt donc à la manière de Mille-Sans-Dos, des marais inondés, etc., jusqu'à l'imiter. Il achètera aussi des œuvres. Il va harceler pratiquement Madame Mille-Sans-Dos, la pauvre, qui voit arriver Bertreux, qui veut absolument lui acheter telle ou telle œuvre, etc. Donc il y a vraiment là un côté presque obsessionnel. Bertreux veut devenir le nouveau Mille-Sans-Dos. Alors là, je vais vous montrer, bah oui, c'était une petite vue qui est rigolote parce que on voit Bertreux sur la gauche, on voit Simon, on voit toute l'équipe là sur un bateau qui s'appelle la Providence. Petite caricature. Alors voilà des œuvres de Bertreux. Évidemment, il peint le Bois-du-Vent. Donc vous reconnaissez ici la petite maison qui abrite les peintures murales. Il va souvent, il représente aussi le Bois-du-Vent, donc là dans un dessin à l'encre inondé. Encore ici. Donc c'est un sujet qui va traiter très très souvent. Et puis voilà, donc là c'est une scène de marché, c'est pris pratiquement en sortant de la porte d'Armand-les-Nègres, hein, puisque l'hôtel des voyageurs est juste en face, donc des scènes de marché, des scènes d'intérieur très proches de ce qu'on a pu voir déjà tout à l'heure, hein, que ce soit œuvre de Launois ou de Simon, des bourrines également, hein, alors là, voilà. Et puis des scènes, souvent des scènes. Bertreux aime la pluie, c'est un Nantais, remarquez. Bertreux aime la pluie, donc on est souvent dans des grisailles, c'est une peinture un peu triste, donc on a souvent des parapluies. On est souvent sur des nuages, des ciels très, très chargés. Et puis, tiens, vous reconnaissez ça? Un petit pont avec la bourrine. Et ça, alors, j'aurais pu en montrer plein, hein. Les artistes sont souvent allés peindre à cet endroit-là. Et puis, voilà, ça, c'est des actes à nouveau que je vous montre ici. Alors, un autre artiste, c'est René Levrel, qui est aussi nantais. Alors, lui, c'est un peu différent, parce que Levrel, il va plutôt fréquenter l'hôtel de la plage, mais aussi quand même à Armand-les-Nègres. Fait partie plutôt de ces artistes qui se tournent plutôt vers la mer. Levrel va s'intéresser beaucoup plus à la mer, il fait quand même quelques scènes de plage notamment.
s'intéresse aussi au sport, donc il représente des joueurs de tennis, choses comme ça. Hein. Mais il va aussi, dans la foulée de tous ces artistes, réaliser, voilà, en autoportrait, des œuvres comme celle-ci. Alors, ce qui est intéressant aussi, je veux le souligner, c'est qu'il faut bien comprendre que tous ces artistes n'ont pas forcément, on n'est pas dans quelque chose, si vous voulez, un courant qui serait un courant basé sur un type d'œuvre, sur un style. On est plutôt sur le sujet et les thèmes qui sont choisis. Et puis, la deuxième chose qui est importante, c'est de comprendre que ces artistes, ils vont vivre leur vie. Donc, ne croyez pas qu'ils vont toute leur vie être à peindre des bourrines ou non. C'est un moment de leur vie, quand ils vont fréquenter Saint-Jean-de-Mont, qu'ils vont travailler comme ça, sauf quelques exceptions. C'est évidemment Simon qui, lui, restera profondément maraîchin toute sa vie. Hein. Et puis Bertreux qui quand même aussi reste assez proche, mais enfin, cela dit, l'œuvre de Bertreux, c'est plutôt une œuvre après des bords de Loire, des marais de Loire-Atlantique, c'est un peintre de Nantes, etc. Et René Levrel, c'est la même chose. René Levrel, c'est une carrière parisienne. Hein. C'est quelqu'un qui va peindre beaucoup Paris. Donc on est très loin de ça. Mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à un certain moment de leur vie, ils vont connaître cette expérience. Et s'il y a un point commun comme à leur trouver, c'est qu'ils sont quasiment tous, des peintres graveurs. Ils vont tous faire de la gravure. Hein. Et plutôt de l'eau forte. Hein. Et c'est le cas d'ailleurs ici de cette eau forte réalisée par Levrel. Là, on retrouve encore le petit pont, hein, avec un moule. C'est pas le même, mais il est toujours sur la route. Il y avait, je crois que c'est, comment ça s'appelle, je ne sais plus, le village d'où, je crois. Et puis bon, ça c'est une vue, alors comme je vous montre une vue de plage, mais bon, c'est pas vraiment le sujet qui les intéresse. Bon, ici, petite aquarelle. Et puis il y a Jean Chabot. Jean Chabot, lui, il est né en 14. C'est un des derniers. Et lui aussi va venir à Saint-Jean-de-Mont, mais ses parents ont une villa. Comme Levrel d'ailleurs aura une villa à Saint-Jean-de-Mont. Et Jean Chabot, donc, cela dit, fréquentera également tous ces artistes, viendra chez l'aîné, hein, mais il a une villa. Donc il va venir vers à la fin des années 30, hein, il n'est pas encore tout jeune, donc auprès de ces artistes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de problème générationnel. Il y a des très jeunes artistes, des artistes qui sont beaucoup plus âgés, des gens comme, on va le voir tout à l'heure, comme Pesquet qui a dû naître en 70. Donc vous voyez, c'est des âges quand même très, très différents. Donc Chabot va aussi peindre le Marais, comme cette œuvre. Alors lui, par contre, c'est un peintre qui va peindre à l'huile beaucoup, hein, essentiellement, Chabot. Des scènes de marché qui sont très très proches. Si on mettait quelque part des Simon, des Chabot, des Launois, etc., on trouverait une grande proximité, en tous les cas, dans la manière de traiter ces sujets. Là également, d'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure la vie que je vous ai montré, qui est également extrêmement proche. Je rajouterais que Chabot, pour lequel j'ai rédigé il n'y a pas très longtemps les textes pour un livre qu'a publié son neveu, a été le dernier témoin vivant de cette période. Moi, je l'ai bien connu, hein, puisqu'il est mort, il avait 102 ans, je crois. Et donc, il était vraiment le dernier vivant. Il avait des choses très intéressantes à raconter de cette époque, même s'il fallait travailler un peu, parce que c'est les artistes, hein, quelquefois, les périodes très lointaines, etc., ça m'intéresse plus trop. Et donc, il faut réveiller un petit peu leur mémoire. Ici, c'est une vue, vous reconnaissez encore l'église de Saint-Jean-de-Mont. Alors, si on continue aussi, bon, il y a des artistes comme André Frey, je ne sais pas si j'ai mis d'œuvre, qui est lui quand même plutôt un peintre de marine. Hein. Frey, il est surtout connu pour ses peintures de marine, mais voilà, il réalise quand même ici, vous voyez, l'église de Saint-Jean-de-Mont. Et puis les étrangers, ceux qui viennent. Les étrangers, alors j'en ai pris deux, c'est Jean Pesquet et Manécas. Et Jean Pesquet, lui, il est natif, c'est un Ukrainien, qui est natif de la région de Kherson. Alors, je vous aurais parlé de Kherson il y a 2 ans, vous ne savez pas maintenant, malheureusement ça se trouve. Et Pesquet donc, est venu très tôt en France. C'est un peintre qui a beaucoup fréquenté
les nabis, qui a beaucoup travaillé dans le sud, notamment à Collioure, hein, qui a fait une belle carrière, un peintre très intéressant, et qui va découvrir, oui, il est beaucoup plus âgé, hein, il est né en 1870, qui va découvrir Saint-Jean-de-Mont, je vais vous expliquer comment, et puis un autre Ukrainien, Manekatz, qui était originaire d'Odessa. Alors Pesquet, que voici, donc, est venu très tôt, donc s'est installé en France, et il a découvert la Vendée grâce à Joseph Borion. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est ce monsieur au chapeau, là, vous savez, donc secrétaire du Salon d'automne, qui donc l'a accueilli au milieu des années 20, dans une ferme que Borion avait à la Chaise-le-Vicomte, hein, qui s'appelle le Châtenay, et que vous voyez ici représenté par Pesquet. Et Pesquet, du coup, découvre la Vendée et décide d'y revenir. Il y viendra donc à Saint-Jean-de-Mont à plusieurs reprises pour y travailler. Et puis, il ira aussi donc à Saint-Vincent-sur-Jard, rencontrer Clémenceau. Clémenceau s'est intéressé à cet artiste, qui est un artiste qui s'est aussi beaucoup spécialisé dans la peinture d'arbres. Hein, et il réalisera donc une œuvre que Clémenceau a gardée toute sa vie. Donc voilà quelques œuvres, de facto très différentes, très colorées. Bourril, toujours, sujet. Encore une. Donc ces œuvres-là, celle-ci, je crois de mémoire, est conservée au musée de Fontenay-le-Comte. Alors, parce que le musée de Fontenay-le-Comte avait à sa tête un homme qui s'appelait Émile Boutin, qui était un architecte de métier, mais qui était aussi d'ailleurs un artiste assez talentueux, et qui était originaire pour une partie de sa famille de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de l'autre de Luçon. Et Boutin a été conservateur du musée de Fontenay-le-Comte à partir de 24, et c'est lui qui a créé la SVA, la Société Vendéenne des Arts, qui organisait chaque année un salon. On reprenait l'idée des salons parisiens en province, et qui exposait donc des artistes. Et la SVA, par l'intermédiaire de Boutin, a exposé tous ces artistes-là, hein, tous ces artistes du groupe de Saint-Jean-de-Mont. Et ça a été le cas, et la SVA donc achetait tous les ans des œuvres pour le musée de Fontenay-le-Comte, ce qui explique que des Pesquet se trouvent entre les mains de la collection donc, de Fontenay. En voici une autre, toujours des bourrines. Voilà. Différentes factures, je passe rapidement. Celle aussi, donc on reconnaît ici l'église de Saint-Jean-de-Mont. Voilà. Les moulins. Alors les moulins, évidemment, sont aussi des sujets, je peut-être le seul, là, mais sont des sujets qui vont aussi inspirer beaucoup les artistes. Hein. Pensez que sur Saint-Jean-de-Mont, il y a beaucoup de moulins à cette époque-là encore. Hein. Après, ils vont disparaître les uns après les autres. Certains seront aménagés, on va le voir tout à l'heure d'ailleurs avec les artistes sculpteurs Jean et Joël Martel, ou encore des gens comme les Vieux-Bruants, qui ont aménagé un moulin en maison de résidence secondaire dans les dunes. Les Vieux-Bruants sont des gens qui ont aussi joué un rôle très important de mécènes, c'était des pépiniéristes de Poitiers. Ce sont eux qui ont aménagé le jardin de Charles Vilsando. Vieux-Bruants était l'auteur d'ailleurs d'un livre sur les jardins d'artistes. Et donc c'était des gens aussi qui étaient très intéressés, donc tous ces artistes côtoyaient tous ceux que je viens de citer, et on leur ont acheté des œuvres. Donc, voilà. Ensuite Manekatz, bon là je n'ai pas d'œuvre, je vais en avoir une que voici. Encore une vue de bourrine. Vous voyez, on a quand même beaucoup de filiation hein, entre la manière dont ces œuvres sont traitées. Ah oui, ça c'est passé en vente, j'ai essayé de le capter sur internet il y a peu de temps, donc, et qui est une œuvre située aussi donc en Vendée. Alors là c'est la même chose, hein, quand c'est pas parce que Manekatz est venu une ou deux fois à Saint-Jean-de-Mont qu'il va devenir. Non, c'est un peintre spécialisé en judaïsme hein, qui fait toute sa carrière bon, sur ce sujet, mais bon, il vient, c'est quand même intéressant de voir. Alors, il y en a d'autres, il y a des gens, un graveur comme Webster, un graveur américain, qui va venir aussi sur les lieux. Vous voyez, donc petit à petit, ça fait boule de neige tout ça. Et donc tous ces artistes viennent donc travailler dans le secteur. Puis alors il y a
il y a deux artistes importants, évidemment, c'est Jean et Joël Martel, les sculpteurs, hein, nés en 1896. Alors, ils ne sont pas nés à Saint-Jean-de-Mont, mais ils sont maraîchins, quand même, de par leur mère. Hein. Leur père est nantais, et leur père je parlais des moulins, a acheté un moulin donc, dans la forêt de Saint-Jean-de-Mont, et l'a transformé en une espèce de folie, c'est la Chapellenie, je ne sais pas si vous la connaissez, hein, une espèce de construction un peu byzantine. Le toit du moulin est en forme de bulbe, hein, et donc on l'aperçoit encore très bien quand on passe là sur la route. Et donc ils ont une autre propriété au moulin, à la Garnache, et ce sont des artistes, alors c'est un peu différent parce que là il s'agit de sculpteurs, des artistes très, très intéressants, parce que d'abord c'est un cas quand même unique dans l'histoire de l'art. Ce sont des jumeaux, et ils sont des jumeaux qui travaillent, qui font toute leur carrière ensemble, hein, et à tel point qu'ils individualisent pratiquement jamais leur œuvre. Les œuvres des Martel sont signées J. Martel. Et donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Je fais la parenthèse sur cette particularité, de cette gémellité, parce que, vous voyez, quand on me racontait, quand je travaillais sur les Martel, que lorsqu'ils étaient enfants, les gamins se mettaient par terre, on leur donnait une feuille, il y en a un qui commençait d'un côté sans regarder l'autre commençait, et quand ils arrivaient à se rencontrer, le dessin était d'un équilibre parfait. Et ce qui est frappant chez ces deux artistes, du coup, c'est qu'il y a quelque chose de binaire, tout fonctionne par deux. Et donc ce sont à la fois, ce que j'écris là, à la fois des artistes d'avant-garde, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, dans les années 20, alors ils sont formés aux arts déco, aux arts décoratifs, qui vont travailler sur les nouveaux matériaux, qui vont travailler sur le béton, qui vont utiliser des matériaux, des résines, des lacs armés, etc., qui vont même réaliser des sculptures en métal, hein, donc ils sont vraiment à la pointe de l'avant-garde. Ils se feront remarquer d'ailleurs à Paris lors de la grande exposition de 25, donc des arts déco, et ce sont des amis des architectes tels que le Corbusier et surtout Mallet Stevens. Hein, ils feront construire par Mallet Stevens leur atelier, leur appartement, enfin leur hôtel particulier, là aussi avec ce côté binaire, un étage, un appartement, un autre appartement exactement identique, ils habitent l'un au-dessous de l'autre. Donc ils ont, et d'ailleurs, vous remarquerez aussi qu'ils sont morts la même année, en 1966, à quelques mois d'intervalle. Pour la petite histoire, il paraît qu'il n'y en avait qu'un qui avait le permis de conduire, mais ils étaient deux à conduire quand même. Mais bon, J. Martel, bon, ça passait. Et donc, avant-garde d'un côté, et nous, le sujet qui nous intéresse ici, c'est pas donc ce côté avant-gardiste, c'est le côté tourné vers la tradition. Et ces gens-là, comme Simon, comme tous ces artistes, sont vraiment ancrés dans leurs racines vendéennes et maraîchines, et vont donc produire aussi des œuvres qui sont en relation directe avec cette identité, cette recherche de l'identité vendéenne et maraîchine. Ah bah tiens, voilà la fameuse Chapellenie, donc le moulin qui a été doublé, vous voyez, d'une autre tour, hein, donc c'est un truc assez étonnant. Les voilà d'ailleurs tous les deux, hein, quand ils étaient jeunes, beaucoup de difficultés à les reconnaître. Et les débuts des Martel, et on est juste après la guerre, donc dans les premières années des années 20, et c'est, comme pour beaucoup de sculpteurs, les monuments aux morts. Les monuments aux morts qui sont produits un peu partout. Alors dans beaucoup de communes, ce sont des monuments aux morts qui sont faits, qui sont commandés quasiment sur catalogue, un peu type catalogue Saint-Étienne. Hein. Ça a fait des histoires d'ailleurs, parce que je peux vous dire qu'à Chaland, les Martel s'étaient positionnés donc, pour un monument, ils ne sont pas retenus, ils n'étaient pas contents du tout. Et ils vont produire quand même 2 monuments aux morts importants dans la région, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et puis à Olonne-sur-Mer. Et là encore, c'est Marcel Baudouin qui intervient.
Et Marcel Baudouin, donc quelques mots sur cet homme que vous connaissez vous, au musée, puisque vous avez des collections qui viennent des collections de Baudouin. Vous avez notamment une collection très très importante de photographies, de plaques photographiques. C'est un type qui s'intéresse à tout. C'est un médecin, assez reconnu d'ailleurs dans le domaine de la médecine. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la préhistoire, qui quelquefois brode un peu, mais malgré tout fait un travail qui est intéressant. Et puis qui va beaucoup s'intéresser au folklore et aux traditions locales. Donc, vous voyez, il écrit ce fameux livre sur le maraîchage. Donc, il y a vraiment cet intérêt. Et avec sa sœur, Yvonne Cacot, il va même créer un musée, le musée Bisdur, donc à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en recueillant des costumes, du mobilier. Il y a des choses en rapport aussi avec les collections. Et donc, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à ça et qui est aussi protecteur des artistes. Donc, à plusieurs reprises, vous voyez, il intervient. D'ailleurs, il faut savoir aussi que Baudouin, je fais aussi cette parenthèse, soignait 1102 à Paris gratuitement lorsqu'il était étudiant et lui a permis, c'est bien quand même la solidarité vendéenne, d'exonérer Charles 1102 du service militaire. Bon. Donc, il est là partout, Baudouin, il est là partout. Et lorsqu'il y a ces commandes de monuments aux morts, Baudouin va conseiller ces jeunes artistes en leur disant, écoutez, ne faites pas des monuments guerriers. D'ailleurs, les Martel ce sont des pacifistes. Faites des monuments pacifiques, de paix. Et à la différence des monuments aux morts, où on voit souvent des poilus brandissant des armes, etc., l'idée, c'est de ne pas représenter des hommes, même si sur les bas-reliefs, il y a quand même quelques combattants que l'on voit, mais qui ne sont pas d'ailleurs en position de combattants, mais de présenter plutôt des femmes, des veuves, ou plutôt des veuves, donc qui pleurent en fait leur enfant mort au front. Mais pas de n'importe quelle manière, les représenter en maraîchine, avec leurs costumes, etc. Vous voyez, donc il y a cette approche-là, et donc ils vont travailler sur Saint-Gilles, ils vont travailler sur photo, ils prennent un modèle, cette dame, dont on connaît d'ailleurs le nom, et puis qui va poser, on va choisir un costume, etc., et qui va se mettre dans l'attitude du monument. Là, ça c'est un crayonné projet pour ce monument. Je vous invite à aller voir si vous avez l'occasion à Saint-Gilles, si vous ne connaissez pas, parce que ce qui est très intéressant aussi chez les Martel, c'est que, en fait, ce ne sont pas que des sculpteurs, ce sont aussi des architectes et des paysagistes. C'est-à-dire qu'ils vont concevoir leur monument dans un jardin. Et je regrette d'ailleurs beaucoup que le monument de La Roche-sur-Yon a fait l'objet... Bon, il y a un jardin qui est très agréable aujourd'hui, mais du coup qui dénature complètement l'esprit même de ce qu'avaient voulu les Martel. Alors à Saint-Gilles, par contre, c'est respecté, on est vraiment dans un jardin. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait le tour aussi du monument. Donc, voilà, vous voyez ici le modèle à gauche, et cette femme, donc, vous voyez, main comme ça, qui regarde avec beaucoup de tristesse, donc la liste des soldats morts au front pendant la guerre. Juste une parenthèse aussi, malheureusement, j'en ai parlé d'ailleurs à plusieurs reprises avec la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le problème, c'est que les Martel, ils n'avaient pas pensé qu'il y aurait d'autres guerres. Donc, en fait, à l'origine, ce sont des gens qui travaillent énormément sur les polices de caractère, qui font des inscriptions en creux, avec une police de caractère qu'ils vont inventer spécifiquement, etc. Du coup, là, on a rajouté une plaque par-dessus et on dénature complètement le monument. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'enlever la plaque, de la mettre peut-être à côté, mais de redonner, en tous les cas, évidemment pas supprimer les noms, mais de redonner en fait l'unité de ce monument qui mériterait, à mon sens d'ailleurs, une protection au titre des monuments historiques. Et puis, alors voilà une autre vue, et une vue à l'arrière, je vous expliquais, donc on pouvait aussi regarder l'œuvre en faisant le tour, et là on a donc un bas-relief comme ils en présentaient beaucoup, donc à nos soldats, à nos marins, donc sur les 4 corps d'armée, armée de terre, armée de mer, etc.
Et puis un autre monument, celui d'Olonne-sur-Mer, avec l'Olonnaise, même système. Donc on va choisir une femme qui va poser avec sa coiffe de deuil, sa mante. Ça, c'est la maquette qui se trouve au musée de Fontenay-le-Comte. Et voilà le monument d'Olonne-sur-Mer sur le bord de la route, dans un petit jardin aussi, qui a été conçu pour ça. Alors les Martel, donc comme je vous le disais, s'intéressaient beaucoup à la fois à l'avant-garde, mais aussi à la tradition. Alors quelquefois, il y a un croisement, parce que là, on est à la fois avec des formes assez avant-gardistes, mais on représente des accordéonistes vendéens, maraîchins, et donc ils vont beaucoup surtout s'intéresser, c'est des gens qui faisaient de la musique, hein, et qui s'intéressaient beaucoup à la musique, à la danse. Donc ils ont produit de nombreux sujets, là, en bakélite, donc des matériaux qu'ils utilisaient beaucoup. Alors ça, c'est un peu plus tardif. Après, les formes vont plus s'arrondir. Ça, c'est une danse du bâton. Et les couples, alors ceux-là, ils n'ont pas d'ailleurs, j'ai un peu triché, ce n'est pas des maréchals. Les gens en pensent d'ailleurs, c'est le monument, c'est une maquette pour le monument de la gare de La Roche-sur-Yon. Mais ce sont des bocaux, en fait. Voilà, encore ici, un foucheur. Et puis aussi, les Martel vont réaliser le monument Missando, en l'honneur de Missando, à Châlons. Monument qui se trouve au dos de l'ancienne mairie, en direction face à la route qui mène, cette route rectiligne qui mène à Soulan. Et donc, et qui sera l'artisan, enfin celui qui encouragera la réalisation de ce monument, Alain James Desjacques. Et on retrouve toujours tous ces gens qui vont jouer d'influence pour faire travailler ces artistes. Voilà donc le monument à Charles Missando, où là on retrouve aussi tous les différents symboles, notamment l'aïeul. Voilà. Et ça, c'est l'inauguration du monument avec Madame Missando qui est sur la gauche. Alors, d'autres artistes, bon, il y a Burkhalter. Jean Burkhalter, c'est un artiste intéressant qui est lié au Martel. Il est d'ailleurs le beau-frère de l'un des deux sculpteurs. C'est quelqu'un qui a été formé aussi aux arts décoratifs, qui est un architecte et qui travaillera avec les Martel en collaboration, donc sur des projets où Burkhalter se chargera de la partie architecturale de monuments réalisés par les Martel. Alors Burkhalter, lui aussi il dessinait, il peignait, et il s'est aussi, alors il a séjourné bien évidemment très souvent à la Chapellenie, et il s'est intéressé lui aussi aux costumes. Vous voyez, on a toujours ce fil conducteur donc, de tous ces artistes venus travailler dans la région, alors avec un style, vous voyez, très différent, très particulier, même ici à l'intérieur de Bourrine. Une femme en train de faire barater son beurre. Un autre artiste également, Léon de Ville. Lui, il vient de Lorraine. Et c'est un artiste qui va être professeur de dessin au lycée de La Roche-sur-Yon entre les années, je crois qu'il a dû arriver en 19 jusqu'au début des années 30, et qui va venir aussi très souvent travailler sur Saint-Jean-de-Mont. Voilà, c'est les dunes avec les pins, et puis des scènes de marché, donc qu'il va produire dans cette veine-là. Bourrine, encore. Alors, en fait, vous voyez, donc il y a encore bien d'autres artistes, mais vous voyez, donc le point commun quand même de ces artistes, c'est vraiment cet intérêt à la vie quotidienne, aux coutumes, à l'architecture vernaculaire, architecture locale, à la vie des maraîchins, etc. Et au fond, c'est peut-être, je vous disais que ça faisait 20 ans que j'avais travaillé là-dessus, et mon regard a un petit peu changé. Et ce qui me semble intéressant, c'est de voir qu'au fond, il n'y a pas que les artistes, peintres et graveurs et sculpteurs. Il y a aussi tout un mouvement, et plus particulièrement un mouvement littéraire, avec notamment des romans du terroir. Alors il y a évidemment quelqu'un qu'on connaît, c'est Léopold Robert, dit Jean Yolle, donc il va d'ailleurs affirmer lui aussi son attachement à cette terre maraîchile en choisissant le nom de Yolle, donc
le bateau plat utilisé dans le Marais. Donc Léopold Robert est né à Soulan, hein, dans le même village que Charles Missando. Et à propos des deux hommes, on a raconté beaucoup de bêtises. Parce qu'on leur donnait une amitié, de camaraderie, d'enfance, etc. Il y avait comme 7 ans d'ailleurs de différence, ou 6 ou 7 ans. Et ben, pas du tout, parce que les deux familles se détestaient. Parce qu'évidemment, chez les Robert, on était très pieux, on était catholiques, on était conservateurs. Et chez les Missando, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on n'aimait pas les soutanes. Donc il y avait des rivalités, et il y a des correspondances donc, concernant les relations entre Missando et Léopold Robert, c'est épouvantable. Ils se détestent, et ils se font des vacheries. Mais toujours est-il que, donc, je vais vous expliquer après quand même les relations entre les deux hommes, toujours est-il que Léopold Robert donc, est médecin. Il est médecin, il a fait sa médecine à la Cato, et donc il s'installe à Soulan, mais il se destine parallèlement à une carrière d'écrivain, et d'écrivain du terroir. Donc il va écrire un certain nombre de romans que vous connaissez peut-être, hein, et qui sont vraiment, qui prennent pied dans le Marais. Hein. Ce qu'on peut dire, parce que c'est peut-être un élément que partagent beaucoup de ces gens, et y compris d'ailleurs Charles Missando, c'est au fond une espèce de nostalgie d'une époque qui est en train de foutre le camp. Et ce qu'a vécu beaucoup d'ailleurs Missando pendant la guerre 14, il voit bien que voilà. Et après il y a l'exode rural, etc. Et donc c'est une espèce de nostalgie, et Jean-Yol est un nostalgique de ce temps-là. Et donc ses écrits et ses différents romans relatent justement ce qu'il va appeler le malaise paysan, qui est l'un des ouvrages les plus connus de Jean-Yol. Il y a la Servante sans gage, etc. Mais, alors si je disais tout à l'heure qu'il y avait donc des rivalités entre les deux hommes, néanmoins, la guerre 14 va les rapprocher. La guerre 14 va les rapprocher, et pour le coup, eh bien c'est Jean-Yol qui va venir soigner Missando malade. Hein. Et lorsque Jean-Yol partira à la guerre, en fait, Charles Missando et sa femme prendront un peu sous leur coupe en fait la jeune épouse de Jean-Yol, que voici. Et Missando ira même jusqu'à réaliser une petite miniature du portrait de sa femme, que Jean-Yol portera sur sa poitrine lorsqu'il est au front. Donc il y a une amitié qui va naître, elle existe, mais elle est très tardive en fait, et intervient à la fin de leur vie. Mais je pense que cette amitié, elle se crée aussi par le fait que malgré leurs différences, au fond, ils partagent en fait les mêmes préoccupations par rapport justement à cette ruralité et à cette crainte de voir finalement se perdre ces traditions, cette manière de vivre, etc. Voilà, petite miniature, je passe rapidement. Et alors, on en vient aussi à d'autres écrivains, et il y en a un qui est évidemment très important, c'est René Bazin. René Bazin avec La Terre qui meurt. Et son roman, alors, son roman est un roman qui se passe donc dans le Marais. Donc on est fin, je crois c'est 1892, 99. Et donc c'est un succès de librairie. Hein. La Terre qui meurt, on doit être arrivé à la 40e édition. Hein. C'est traduit en 15 langues étrangères. Et donc ça se passe dans le Marais, c'est l'histoire d'un Marais, de jeunes métayers qui veulent partir, qui quittent le pays, etc. Donc on est vraiment, là encore, dans cet aspect nostalgique, et aussi le fait, du coup, que comme les artistes ont fait connaître cette région, ce Marais, etc., bah aussi, évidemment, ces romans participent également à cette connaissance. Alors là, par contre, j'ai inversé, c'est pas grave. Et ici, il y a un autre personnage, c'est Marc Helder. Alors Marc Helder, lui, habite Nantes et nantais. Il est conservateur du château des Ducs de Nantes. Et Marc Helder est également écrivain. Hein,
Et il écrira notamment La Bourrine, hein, donc on est dans les années 30, et dans ce roman, donc c'est un roman du terroir qui a lieu donc dans le Marais, et La Bourrine va, dans La Bourrine, il y a un personnage qui est en fait Mil-Sando. Il n'en porte pas le nom, mais qui est Mil-Sando, et c'est un artiste en plein marais, etc. Donc là aussi, c'est une espèce de, La Bourrine devient une espèce d'hommage à Mil-Sando et un hommage aussi à cette ruralité. Voilà, je crois que c'est une édition originale, et Marc Helder le Pierre Goncourt. Donc ça, c'est évidemment un roman qui va avoir un grand retentissement. Je crois que lorsqu'il a été présenté au Goncourt, il avait en face de lui l'auteur du Grand Monde. Je crois qu'il y a eu 11, j'avais relu il n'y a pas très longtemps, 11 tours. Avant c'est un petit peu comme dernièrement, hein, ça a été très discuté avant que Marc Helder obtienne le prix. Alors La Terre qui meurt, ben voilà, que j'ai eu quelques images de quelques éditions de La Terre qui meurt, donc il y a un retentissement absolument phénoménal, hein, et donc qui effectivement fait connaître donc cette région. Et puis La Terre qui meurt, c'est aussi le cinéma, puisqu'il y a donc deux adaptations au cinéma, une première en 1926 en cinéma muet, hein, et puis la deuxième, alors je cherche mes notes parce que je me souviens jamais, et la deuxième qui est en 36, hein, et qui est donc un film qui aura aussi beaucoup de succès. Et du coup, on est porté au grand écran. Donc là encore, c'est une manière évidemment de montrer le Marais, et ce Marais qui du coup devient presque l'image de la Vendée. C'est ça qui est aussi intéressant. Et moi, ce qui me frappe et qui m'étonne, c'est qu'au fond, le reste de la Vendée, en dehors des Sables d'Olonne, bien sûr, les Sables d'Olonne c'est autre chose, mais en dehors des Sables d'Olonne, un petit peu le Marais Poitevin, encore qu'on est plus attiré vers La Rochelle, les artistes se sont absolument désintéressés du bocage. Rien. Et tout est concentré sur ce secteur du Marais. Donc je recherche, je ne trouve plus les notes, les notes sur le film. Bon, c'est 26-36, dedans il y a Larquet, hein, le premier c'est le film avec Jean Chou, et l'autre c'est... je ne suis pas très... Bon, enfin bref, vous regarderez, en tous les cas, si vous avez envie de les voir, ces films, on peut les voir encore. Et donc, ils vont évidemment avoir un retentissement extrêmement important. Alors, il y a quelque chose aussi dans ce mouvement des artistes du groupe de Saint-Jean-de-Mont, c'est l'exposition internationale de 1937. On est à la veille de la guerre, Front populaire. Cette exposition, elle a lieu devant la Tour Eiffel, là, vous voyez, il en reste aujourd'hui le palais du Trocadéro, le palais d'Iéna, le siège du CESE, le palais de Tokyo, le musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est un grand moment, puis des pavillons, autrement, qui, comme dans toute exposition de ce type, une fois l'exposition achevée, vont être détruits. Et cette exposition, donc, elle est très, très importante dans notre histoire, parce que ces artistes vont y participer. Ils vont participer à cette exposition. Et on peut dire qu'il y a, en lien avec les artistes, un véritable mouvement folkloriste. Hein. D'abord parce que plusieurs groupes folkloriques vont être créés par ces artistes, et ils vont même procéder au recueil de données ethnographiques. Alors, c'est surtout ça. Au moment de l'exposition de 1937, il est décidé de réaliser un grand pavillon, un pavillon du Poitou, qui réunit le Poitou, l'Anjou, le Poitou, Saintonge, voilà. Et donc ce pavillon, en fait, doit être décoré. Donc plusieurs artistes vont y participer, notamment les frères Martel,
qui vont apporter un certain nombre de décorations. Des gens comme Burkhalter vont apporter des éléments, notamment puisqu'ils sont dans le domaine de l'art décoratif, qui vont réaliser des faïences, etc. Et puis, il est commandé une immense, c'est pas une fresque, une peinture, une huile sur toile, donc qui est une espèce de d'hymne à la Vendée rurale. Vous voyez ici, avec il y a les maraîchers, hein. C'est quand même très maraîchiné, hein, la Vendée. Donc avec, vous voyez, des danseurs, une espèce de kermesse derrière, des éleveurs de moutons, vous voyez, les caisses de volailles, etc. Donc on est vraiment une espèce d'hymne à cette Vendée, donc dans la salle d'agriculture, qui était le pavillon donc, de la 5e région, et c'est 12 mètres de long. Alors c'est fait où ça? C'est fait chez Armand Lenné. Le travail est commandé, donc celui qui orchestre la présence de la Vendée à cette expo de 1937, c'est le directeur des archives, Monnier, et il va chercher donc des collaborations, hein, donc il y a toute une équipe qui se met en place, et donc il décide de faire réaliser cette grande peinture par Jean Launois. Alors Jean Launois va voir Lenné, puis il dit voilà, on a un truc, hein, on a 12 mètres à faire. Et donc Armand Lenné prête ses garages, hein, et donc ils vont travailler donc, pendant tout le printemps pour réaliser cette peinture. Mais Launois, ça le rase totalement, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à ça. D'abord, il n'aime pas peindre à l'huile, il n'est surtout pas dans les grands formats. Et donc, heureusement, d'autres artistes viendront à la rescousse, et plus particulièrement Henri Simon. Mais il n'y a pas que, parce que Dolbeau aussi, Raoul Breteau, tout le monde s'y met au moment. Parce que il y a un gros problème, c'est que tout ça prend du retard. Et Monnier, d'ailleurs, se creuse la tête en disant « mais c'est terrible, ils n'ont pas commencé, ça n'avance pas, etc. » Et tant et si bien, d'ailleurs, que la peinture arrivera en retard au pavillon de la 5e région. Mais on n'a pas à avoir honte, nous les Vendéens, parce que tout le monde est en retard. L'expo de 1937, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a eu des grèves très importante avant l'ouverture, ce qui a fait qu'il y a eu énormément de retard pour la livraison des pavillons. Et les deux pavillons qui sont les plus avancés et terminés, c'est le pavillon allemand, le pavillon soviétique. Ça, mais, et donc, il y a un retard considérable, si bien que Lebrun va inaugurer une exposition qui n'est pas terminée. Et le pavillon ne l'est pas non plus, du coup, hein, mais peut-être pour d'autres raisons. Et il y aura une deuxième inauguration après le mois de juillet. Donc, mais je sais que les questions ont été posées par des uns et des autres. Moi, je sais, ça on a la certitude, la peinture a bien été posée dans le pavillon, mais bien plus tard qu'au moment de l'inauguration. Et les Vendéens qui s'étaient inquiétés à l'époque de ne pas la voir, c'est tout simplement parce qu'elle n'était pas encore arrivée sur les lieux. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce moment très très important, on est quand même dans une exposition internationale, hein, est créé donc chez Jean Lenné par ce groupe d'artistes. Ah ben voilà, j'ai mis là un plan, vous voyez, où l'on voit donc le positionnement. Je ne sais pas si j'ai là. Alors attendez, il est par là. Il est par là. Donc vous voyez, il y a la Seine, il y a une petite île, vous savez, la Corse. Hein. Et puis, donc la Côte d'Azur, la Provence. Je ne retrouve plus. Ah, c'est par là, c'est par là. Ah voilà, ça. Saintonge, Aunis, Poitou, Saintonge, Aunis, c'était ici. Alors, il y a quelques photos des artistes au travail, donc avec Simon premier rang. Ça, c'est complètement flou. Voilà. Et puis voilà, c'est une vue, par exemple, ici, à l'intérieur du pavillon, avec des choses faites par les artisans vendéens. Il y a des céramiques, notamment, qui sont faites chez Voutin, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis, ces artistes-là, et bien comme je le disais, ce sont aussi des artistes donc, qui s'intéressent au folklore, qui s'intéressent aux coutumes, mais qui vont les vivre à travers la création des autres folkloristes. Donc c'est tout un ensemble. Et donc ici c'est le groupe des chanteurs et danseurs de Vendée, donc créé par les frères Martel. Les frères Martel créent ce groupe. Ils vont, comme ils ont des métairies
ils vont faire appel à leur métayer, hein, et donc ils vont jouer, mais ils font ça de manière, je dirais, presque scientifique. C'est-à-dire qu'ils vont relever des pas, ils vont voir des vieux, des anciens, ils vont relever les pas de danse, ils vont faire ce travail. Et il y a un personnage évidemment qui est aussi très important dans tout ça, il y a des liens, on le sait, c'est Georges-Henri Rivière. Georges-Henri Rivière qui est donc le créateur, le fondateur du musée des arts et traditions populaires en 1937. Hein. On est vraiment dans un mouvement très très important de prise de conscience, hein, de l'importance de garder les traditions. Rivière va encourager toute une série d'opérations, notamment de collectage, je pense notamment à tout ce qui concerne l'architecture rurale. Notamment, il y a des monographies sur les bourrines qui sont réalisées par deux architectes du secteur, de Bar et Bossu. Et puis aussi, c'est l'époque où l'on crée le musée de la parole, hein, où l'on va, parce qu'on dispose de la possibilité d'enregistrer, hein, et les Martel vont enregistrer des disques, hein, en enregistrant donc des chants et des musiques donc, de Maréchal. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus que du simple folklore, c'est véritablement tout un travail. Et puis qui s'exporte. Alors, on exporte le Marais vendéen par la peinture, on exporte le Marais vendéen par la littérature, on exporte le Marais vendéen par le cinéma, et on exporte aussi le Marais vendéen par ces groupes folkloriques, puisque ces groupes vont se produire bien au-delà de la Vendée, à l'étranger. Les Martel, je crois que c'est en Irlande ou Grande-Bretagne, et à Berlin, en 1937. Donc, vous voyez, il y a donc tout ce mouvement qui se met en place. Et puis, il y a Dolbeau, le fameux Dolbeau, qu'on a vu tout à l'heure. Dolbeau, c'est pas qu'un peintre, c'est aussi un musicien. On le voit ici jouer du violon. Hein, et lui aussi va créer un groupe qui s'appelle le Bouquet d'Ajon. Hein, et là encore, même système, Dolbeau va faire tout un travail de relever des pas de danse, des différents morceaux joués par les musiciens, etc. Et donc là, on a quelques photographies du Bouquet d'Ajon. Donc même, vous voyez, toujours en lien avec des artistes. Et puis, alors, là, il y a une photo qui est très intéressante parce que lors de la deuxième édition de La Terre qui meurt, donc portée à l'écran en 1936, là, on fait appel à Dolbeau pour les costumes et les figurants. Et vous voyez ici, d'ailleurs, Dolbeau est là, sur la gauche, et donc on a là les figurants et les acteurs donc, du film. Donc vous voyez, il y a en plus encore ces liens qui existent avec le cinéma. Puis, il y a une autre personne qui est importante, c'est Madame Cacot, Yvonne Cacot, la sœur de Marcel Baudouin, encore lui, hein, qui va créer un groupe, elle-même, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le groupe Bisdur, du nom de la carte à jouer, hein, du jeu d'Alouette, hein, et en même temps qu'elle a ouvert avec son frère donc ce musée d'art et tradition populaire donc sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Groupe Bisdur auquel participera d'ailleurs Henri Simon au milieu dans les années 30. Voilà d'ailleurs le musée Maréchal, hein, dit Bisdur, qui disparaîtra ensuite, donc la porte de ce musée. Et puis voilà, ça c'est une photo aussi en lien avec des petites jeunes filles qui se costument donc, pour le groupe. Alors, pour terminer, vous l'avez compris, ce n'est pas simplement un mouvement artistique, c'est un mouvement très global. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout ça, c'est organisé. Et que vous avez des personnages qui vont jouer un rôle important. Alors, c'est Marcel Baudouin, encore une fois, qui vraiment, on le retrouve partout, tout au long hein, de cette histoire, qui va être l'un des instigateurs, en fait, de ce mouvement, qui l'encourage, en tous les cas, Alain James Desac, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, ce propriétaire donc, de Châlons, hein, qui va jouer un rôle important, qui va être aussi le biographe de Mille-Sandeau, puisqu'il écrira un livre sur la vie de Charles Mille-Sandeau, grand collectionneur de Launois. Heureusement qu'il était là, d'ailleurs, parce que Launois
s'en serait sans doute pas sorti s'il n'y avait pas eu la générosité et la fortune personnelle dont disposait Alain James Desac pour lui acheter de nombreuses œuvres d'Indochine et surtout d'Algérie. Desac a acheté beaucoup de choses donc, pendant d'Algérie. Un personnage dont je n'ai pas parlé, c'est Auguste Barrault, qui était un journaliste du Phare, correspondant de Châlons, mais qui a été aussi poète, qui a beaucoup écrit et qui a joué un rôle très très important dans le développement de ce groupe. On le retrouve très souvent autour de ces artistes. Joseph Borion, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ce secrétaire du Salon d'automne, qui va également jouer un rôle très, très important. Et puis, j'en ai pas parlé, c'est la galerie Mignon-Massart à Nantes. La galerie Mignon-Massart qui va exposer tous ces artistes régulièrement jusqu'à la guerre. Vous savez que la galerie, malheureusement, ensuite, elle était pas loin de la rue du Calvaire, au rue de Boileau, a été sinistrée, donc elle a disparu sous les bombardements. Et il y a une personne qui est décédée d'ailleurs à un moment là, c'était au moment d'une inauguration. Donc la galerie disparaît, ça fera un trou, après il faudra attendre plusieurs années pour qu'elle renaisse. Et cette galerie Mignon-Massart a joué vraiment un rôle très très important dans la diffusion aussi du travail de ces artistes. Et puis enfin Émile Boutin, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. Émile Boutin, donc ce conservateur du musée de Fontenay-le-Comte, qui a aidé aussi ces conservateurs qui ont joué un rôle important. Marc Helder, j'en ai parlé aussi, qui était conservateur du château des Ducs de Nantes. Hein. Et puis aussi, un personnage qui a joué un rôle très essentiel, c'est Léonce Bénédicte, qui était le conservateur du musée de Luxembourg, ce musée qui était l'antichambre du Louvre, hein, et qui a fait acheter de nombreuses œuvres de ces artistes, au moins Mitsando Le Père, hein, et ce qui explique d'ailleurs la présence d'œuvres de ces deux artistes dans les collections du musée d'Orsay aujourd'hui. Donc voilà. Et puis, bien sûr, il y a eu d'autres galeries, je pense à Sagot-le-Garrec pour Le Père, la galerie Georges Petit, qui a aussi beaucoup exposé tous ces artistes. Voilà. Et pour finir, Marcel Baudouin, vous l'avez vu tout à l'heure, Auguste Barrault, donc James Desac, Borion, et puis cette galerie Mignon-Massart, donc une vue datant d'avant la destruction, donc pendant les bombardements. Voilà, je vous remercie pour votre attention.